Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français sur la comédie musicale. Nous sommes toujours Fanny Et Anna? et aujourd'hui, Anna va nous parler très longuement de la comédie musicale, Les Misérables, plus connue en Ouais! anglais sous le nom de Les Mis, une petite comédie musicale tout à fait obscure et inconnue au bataillon. Oui, voilà, c'est ça, dont je vais parler très longuement. Donc une œuvre évidemment extrêmement célèbre, populaire, qui s'est jouée et se joue partout dans le monde, enfin pas actuellement vu que tous les théâtres sont fermés, mais en tout cas qui depuis sa création s'est jouée dans 42 pays et 22 langues, et qui a été vue, en tout cas ce sont les chiffres de juin 2019, par 70 millions de personnes. Donc voilà, cet épisode aurait sans doute mérité un gros plan, voire une table ronde, mais bon, je suis seule à en parler parce que Fanny n'y connaît rien. Je signale ça au C'est vrai. passage. J'avoue, je n'y connais absolument rien, donc je guiderai l'auditeur ou l'auditrice la plus novice en posant les questions, tout à fait, innocentes Très bien. sur l'œuvre. Alors, donc Les Misérables, bah, évidemment, comme son nom l'indique, hein, c'est adapté du roman tout aussi obscur de Victor Hugo. Exactement, donc ce roman Fleuve, publié en 1862, qui est aussi un de mes livres préférés, je l'ai lu, il me semble, après avoir connu la comédie musicale. À une époque, c'était à peu près il y a 10 ans, j'ai été absolument accro aux Misérables, que j'ai écouté en boucle pendant des mois après l'avoir découverte. Alors on fête cet automne les 40 ans de la création française de la comédie musicale et les 35 ans de sa version anglaise. Joyeux anniversaire, Les Misérables! Happy birthday! Alors, pour explorer cette œuvre fleuve, bah, on va commencer de façon assez classique, hein, par vous parler de l'histoire. Alors, déjà, Anna, est-ce que tu peux nous repréciser à quelle époque ça se situe, Les Misérables? Oui, alors ça se déroule en France au début du 19e siècle. En gros, entre Waterloo, donc 1815, et les émeutes de juin 1832. Donc ça se passe absolument pas pendant la Révolution française, contrairement à ce que certains pensent. Et de quoi ça parle, Les Misérables? Alors, pour présenter l'histoire qui est quand même relativement complexe, je me suis dit que j'allais passer par une description des personnages. Donc voilà, je vais vous faire un petit rappel de ces personnages dont vous connaissez pour certains sans doute au moins le nom. Ah oui, j'avoue que bon, Les Misérables, j'y connais rien, mais j'ai quand même en tête le nom de quelques personnages. Bah, déjà le héros, il me semble qu'il s'appelle Jean Valjean. Et exactement, donc c'est le protagoniste, un forçat qui se caractérise par une force physique impressionnante. On le rencontre au début au bagne de Toulon, il a été condamné pour avoir volé une miche de pain pour nourrir sa sœur et ses neveux et nièces, et ensuite il a pris des années en plus pour avoir tenté de s'enfuir. Il y est connu sous le numéro 24601, 24601, c'est dit plusieurs fois dans la pièce. Donc après 19 ans de bagne, il est libéré. Un jour, il croise la route de l'évêque de Digne, un prêtre d'une grande bonté qui l'accueille chez lui. La nuit, pour le remercier, il part en volant l'argenterie. Il est arrêté, il est amené devant le prêtre, mais le prêtre dit à la police que c'est lui qui lui a donné volontairement l'argenterie. À ce moment-là, Valjean a une révélation, en gros, sur la bonté et la beauté du monde et de l'humanité. Et on le retrouve, il y a une ellipse, on le retrouve plus tard à Montreuil-sur-Mer, une ville du Pas-de-Calais dont il est devenu maire, et également propriétaire d'une usine sous le nom de Monsieur Madeleine. Alors là, il y a une ascension sociale un peu rapide, la comédie musicale s'épargne, on va dire, les explications pour comprendre comment il a réussi. C'est très courant qu'en sortant de prison, on devienne propriétaire d'une usine, hein. Bah oui, effectivement, il n'y a pas besoin d'expliquer en fait. À ce moment-là, Javert, qui est un autre personnage important, un policier dont on va reparler juste après, croit le reconnaître, mais renonce quand un homme qui lui ressemble est arrêté. À ce moment-là, Valjean est tiraillé, mais il décide finalement de se dénoncer pour que cet homme ne soit pas condamné à sa place. À peu près au même moment, il rencontre Fantine, donc l'employé de l'usine, on va aussi en reparler, qui, mourante, lui confie sa fille Cosette. Tout ça, c'est des noms qu'a priori vous devez connaître. Il recueille Cosette et s'enfuit avec elle. Il vit avec elle sous une nouvelle identité à Paris, tout en lui cachant sa vie passée et les malheurs de sa mère. Après quelques péripéties qu'on va décrire un peu plus loin, il va finir par dévoiler son passé à ses proches et meurt près de Cosette environ un an après les fameuses émeutes. Voilà, Jean Valjean, c'est un personnage extrêmement marquant. Déjà, ce nom est quand même très frappant, je trouve. Il est émouvant, voilà, avec son côté torturé. C'est un héros qui cherche à être bon, mais qui peut faire des erreurs, et qui est, voilà, qui symbolise un peu la thématique du livre, à savoir la rédemption.
Alors voilà pour le héros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'antagoniste que tu as mentionné, qui s'appelle Javert? Alors, donc c'est en quelque sorte le méchant de l'histoire, donc c'est un inspecteur de police qui est absolument obsédé par Jean Valjean, ce malfrat dont il est persuadé que c'est le mal incarné. Il le poursuit et Valjean lui échappe pendant des années. Donc voilà, c'est un personnage sévère qui représente l'ordre, la loi. Il va pas se soucier de sentiments ou des possibles justifications du crime si on lui dit j'ai volé mais c'est parce que j'avais faim, voilà, enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'il peut entendre. Et il pense aussi qu'il n'y a pas de rédemption possible pour les criminels. Pendant les fameuses émeutes de 1832, il va se faire passer pour un révolutionnaire, mais il est démasqué. Et alors que les autres veulent le tuer pour trahison, Valjean lui laisse la vie sauve. Plus tard, Javert recroise Valjean, mais finalement accepte de le laisser partir. En fait, il supporte pas ce déchirement de constater que celui qui l'a traqué pendant toutes ces années est en fait un homme bon et innocent de la plupart des crimes dont il l'accuse. Et du coup, la conception du bien et du mal de Javert va vaciller, et en fait, le sens de sa vie s'écroule, et donc à peu près vers la fin de la pièce, il va se suicider. C'est très tragique tout ça, dis-moi. Tout à fait. Dans les autres personnages que tu avais mentionnés dans ta présentation de Jean Valjean, il y avait le personnage de Fantine. Ça, c'est un personnage dont je me souviens, notamment parce que dans le film, on va y revenir, il est interprété par ma préférée, Anna Thaoué, cœur, cœur, cœur. Oui, tout à fait, on va parler d'elle un peu plus tard. Fantine, c'est vraiment une figure de mère sacrificielle. C'est une femme qui perd tout. Elle travaille à l'usine donc de Monsieur Madeleine, de Valjean, mais elle est virée par le contremaître parce qu'elle est mère célibataire. Donc ambiance, super le Trop 19e sympa. siècle, le code du travail, tout ça. C'est presque pire que High School Musical. Se référer à notre épisode sur High School Musical pour comprendre cette blague. Bien vu, bien vu. Donc à ce moment-là, en fait, elle a déjà confié sa fille Cosette aux Thénardier, qui est un couple pas très sympa, dont on va reparler un peu plus tard. Elle leur envoie de l'argent, en gros, pour qu'ils s'occupent de Cosette. Et du coup, comme elle a perdu son travail, elle sombre dans la pauvreté, elle doit vendre ses possessions, puis ensuite elle vend ses cheveux, dans un moment assez célèbre, puis elle vend son corps, puisqu'elle devient prostituée. Valjean vient à son secours, et sur son lit de mort, il lui promet qu'il va s'occuper de Cosette. Donc voilà, Fantine est un personnage évidemment très marquant, mais qui finalement n'a pas un grand temps de présence sur scène. Elle disparaît à peu près aux 2/3 du premier acte. À la différence de sa fille Cosette, que l'on voit dans tout le reste de la pièce. Oui, exactement. C'est la fille de Fantine qui a été confiée au Thénardier, qui la maltraite. Ensuite, elle est recueillie par Valjean, qui l'élève comme sa fille. On la voit d'abord enfant, puis ensuite jeune femme. C'est un personnage de, on va dire, d'ingénu. Elle a une forme de douceur. Elle a survécu à son enfance traumatique et elle est gardée, en gros, dans le secret sur son passé par Valjean. Comme il a peur d'être démasqué, il fait en sorte qu'ils restent tous les deux, qu'ils voient pas grand monde en fait. Mais malgré tout, elle tombe amoureuse de Marius. Ils ont un coup de foudre dans la rue. Valjean va se méfier de cet amour, au début veut l'empêcher, mais finit par accepter le choix de sa fille. Tu nous en dis un peu plus sur ce Marius ? Oui, alors donc c'est l'amoureux, hein, c'est un personnage passionné, très engagé en politique avec ses camarades révolutionnaires. Mais sa vie voilà, va changer lorsqu'il rencontre Cosette. Il va avoir d'autres priorités, on va dire. Il est blessé grièvement sur la barricade, donc pendant les émeutes. À ce moment-là, il est sauvé par Valjean sans le savoir, qui le ramène chez lui en passant par les égouts, dans une scène assez marquante. Tous ses amis sont morts pendant les émeutes et Marius est évidemment traumatisé par ce fait. Il va épouser Cosette et ensuite, à la toute fin de la pièce, il va découvrir que Valjean était son sauveur et que c'est lui qui l'a ramené de la barricade à chez lui, et du coup, il lui dit toute sa reconnaissance. Et Marius, il va se trouver dans un triangle amoureux entre Cosette, justement, mais aussi la fille des Thénardier, qui s'appelle Éponine. Oui, alors un personnage assez marquant, hein, c'est un peu le personnage préféré des adolescentes mal dans leur peau, on va dire ça comme ça. Donc, elle a été choyée dans son enfance par les Thénardier lorsqu'ils avaient quand même pas mal d'argent. Mais ensuite, les Thénardier tombent en disgrâce. Donc, elle vit dans la rue, elle est assez solitaire, elle a une vie assez triste. C'est une amie proche de Marius, et elle est secrètement amoureuse de lui, évidemment, donc il y a un triangle amoureux, comme tu viens de le dire. C'est un personnage assez émouvant, elle veut avant tout le bonheur de Marius. Il y a souvent, je trouve, parmi les, on va dire, les fans, les commentateurs de la comédie musicale, une espèce de mise en opposition avec Cosette. En gros, la classique opposition entre la blonde et la brune, la soprano et la mezzo. Là, en l'occurrence, on a Cosette qui au début est pauvre et qui après a une vie quand même relativement bourgeoise avec Valjean, et Éponine a le trajet inverse.
Mais bon, moi je préfère ne pas m'inscrire dans la bataille. Est-ce qu'on est Team Cosette ou Team Éponine? Ce sont 2 beaux personnages. Éponine, donc, c'est une figure tragique qui va mourir à la fin sur la barricade dans les bras de Marius, l'homme qu'elle aime. Donc là, vous constatez vraiment que c'est pas une histoire très joyeuse. Tu nous as parlé des Thénardier. Tu veux nous en dire un peu plus sur les parents d'Éponine? Oui, alors pareil, hein, Thénardier, c'est quand même un nom relativement connu, même, on va dire, dans la culture populaire, hein, pour désigner un couple d'horribles gens. Oui, c'est vrai que c'est presque devenu un nom commun, quoi. Oui, tout à fait. Comme Gavroche, dont on va parler après. Donc c'est un couple d'aubergistes qui habitent à Montfermeil, donc en région parisienne. Voilà, ils sont malhonnêtes, cruels, ils volent leurs clients, ils maltraitent Cosette, hein, ils se servent d'elle comme bonne à tout faire alors qu'elle est toute petite. Ce sont eux aussi des figures de méchants, on va dire, mais en version moins noble que Javert. Ils apportent vraiment une dimension comique à la comédie musicale, avec leurs fourberies, leurs manigances, qui sont à l'origine de plusieurs scènes de comédie, comme par exemple la chanson Waltz of Treachery, où ils vont négocier le dédommagement que Valjean leur donne pour récupérer Cosette, puisque quand Valjean va chercher Cosette, en fait, il l'achète au Thénardier. Et en gros, ils font semblant de l'adorer, de la chouchouter, ils disent « Ah oui, mais c'est pas assez cet argent », enfin, ils demandent toujours plus, en faisant croire qu'ils adorent Cosette et qu'ils la traitent super bien. On a aussi le personnage du petit Gavroche. Donc là aussi un personnage très célèbre, hein. Alors dans le roman c'est aussi le fils des Thénardier, et donc c'est le petit frère d'Éponine, mais ça c'est pas mentionné dans la comédie musicale, où il est plutôt un gamin des rues de Paris, qui symbolise un peu tous les gamins des rues, un enfant du peuple gouailleur, plein de vie, avec sa fameuse casquette, hein, qu'on appelle casquette Gavroche il me semble. Il va participer à la révolte de 1832 et mourir sur les barricades abattu par la police. Voilà, c'est toujours aussi triste. Pardon, je réfléchissais à cette histoire de casquette. Je me demandais si dans le livre il est fait mention qu'il porte une casquette ou si c'est au fil des adaptations, bon je pense plutôt les films que la comédie musicale, que c'est devenu quelque chose. C'est une très bonne question. Voilà. C'était mon input sur Gavroche. Je vais essayer de trouver la réponse à cette question. Donc, si on conclut cette exploration des différents personnages, on a aussi le personnage d'Enjolras, ainsi que la bande d'amis de Marius, qui se font appeler les amis de l'ABC. Mais pourquoi donc? Oui, donc les amis de l'ABC, c'est le nom que se donnent ces jeunes étudiants révolutionnaires. Donc ABC, c'est un jeu de mots avec ABC, le fait d'abaisser quelque chose. Donc en gros, c'est les amis des pauvres et des réprouvés, etc. Et ça marche en anglais? Non, et je suis pas sûre qu'ils disent ce nom-là dans la comédie musicale en anglais. D'accord. Je pense pas qu'ils disent Friends of the ABC, ça serait un peu étrange. Oui, parce que ce serait vraiment bizarre. Moi, ça me fait penser au Jackson 5, mais bon. ABC. Ça serait rigolo, ils pourraient chanter cette chanson. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, ces personnages, c'est les préférés de beaucoup de fans de la comédie musicale, je trouve, quand je regarde les commentaires sur Internet, etc. Donc voilà, ils se réunissent au café pour rêver d'une société plus juste, puis ensuite ils passent à l'action donc pendant l'émeute qui prend une grande partie de l'histoire de la pièce. Enjolras, c'est leur leader charismatique qui est obsédé par la lutte, par la révolution, il est très sérieux, il est un petit peu saoulé par les blagues de ses camarades et par les amourettes de Marius, en gros il lui dit ça c'est vraiment des gamineries, ce qui compte c'est la révolution, etc. Les autres, c'est des personnages qu'on voit pas énormément, mais qui ont chacun leur personnalité. Donc on a Grantaire, Courfeyrac, Feuilly, Combeferre, Joly, voilà, qui ont quelques phrases les uns et les autres. C'est assez marrant parce que, encore une fois, ce que je vois sur internet, dans les fanfictions, etc., y a beaucoup de fantasmes autour de cette communauté de beaux jeunes hommes qui va être propice aux chips. Donc ça, c'est dans le vocabulaire on va dire des fans, c'est le fait d'imaginer des couples entre des personnages fictionnels. En l'occurrence ici des couples homo, hein. Je crois que par exemple le couple Enjolras-Grantaire est assez apprécié. Je sais pas si on dit Enjolter. Des personnages qui sont finalement pas si présents à part Enjolras, mais qui sont assez marquants. Alors, cette œuvre pharaonique que tu viens de nous présenter, elle a donné lieu à de très nombreuses productions, différentes versions de la comédie musicale, et tu vas toutes les explorer pour nous. Mais d'abord, j'aimerais qu'on dissipe un malentendu. Les Misérables, c'est une comédie musicale française ou américaine? C'est une comédie musicale française avant tout, hein, au départ. Du coup, je m'excuse d'avance, on marche un peu sur les plates-bandes de nos amis du podcast Les Rois du Monde et Stone, qu'on vous conseille ardemment. Alors, oui, parce qu'en fait, je lis souvent des commentaires idiots du genre ah, ces Américains qui souillent le patrimoine français avec leurs divertissements ridicules. Alors que non, c'est une création française à l'origine.
Et que en plus, en termes de création anglophone, la première création n'est pas américaine, mais anglaise, si on veut Exactement, pinailler. tout à fait. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la création de la première version, donc la version française des Misérables, et nous présenter les créateurs de cette comédie musicale? Alors, les créateurs sont Claude-Michel Schoenberg, compositeur, et Alain Boublil, parolier. Donc ce sont des collaborateurs de longue date. Pour l'anecdote, Claude-Michel Schoenberg, il est aussi acteur et chanteur. Et pour les connaisseurs de variétoche, il a fait un tube en 74 qui s'appelait Le Premier Pas. Et ils ont travaillé ensemble sur d'autres comédies musicales avant Les Misérables? Oui, alors ils ont coécrit l'opéra rock La Révolution française en 1973. C'est une idée qui est venue à Boublil après qu'il ait vu Jesus Christ Superstar, donc la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber. Il s'est dit qu'on pouvait raconter comme ça une histoire à grande échelle avec des chansons pop-rock. Donc il y a d'abord eu un album concept de La Révolution française, puis ça s'est joué sur scène au Palais des Sports, et d'ailleurs Claude-Michel Schoenberg jouait le roi Louis XVI. Et notamment, on avait les chanteurs Alain Bachung et Antoine qui jouaient respectivement Robespierre et Bonaparte. Alors, c'est un spectacle qui a eu du succès, qui ne ressemblait à rien de ce qui se faisait à l'époque en France. On peut l'écouter sur différentes plateformes, c'est assez gratiné. Ça a quand même pas mal vieilli, mais certaines chansons sont chouettes, donc c'est intéressant à écouter. Un citoyen, la Bastille est tombée, on s'est battu et le sang a coulé. Le peuple enfin à Paris est armé, prêt à lutter sans pitié pour sa liberté. Et alors, lequel des deux est à l'origine du projet Les Misérables? Alors, c'est encore une fois une idée d'Alain Boublil, et encore une fois après avoir vu une pièce, puisqu'il était allé voir une production de la comédie musicale Oliver, donc qui est une adaptation d'Oliver Twist de Charles Dickens, à Londres. C'était d'ailleurs un revival produit par Cameron Mackintosh, dont on va reparler juste après. En fait, il explique que quand il a vu le personnage du jeune pickpocket chanter la chanson Consider Yourself, tout de suite l'image de Gavroche lui est venue, et ensuite il a tout de suite pensé que Les Misérables pouvaient faire une bonne comédie musicale. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We take it to you so strong. It's clear we're going to get along. Alors, toi qui adores étudier la question de l'adaptation, ici, est-ce que tu peux nous dire si c'est fidèle au livre? Oui, alors d'abord, juste préciser que le livret et paroles ont été écrits par Boublil avec Jean-Marc Natel, qui est un poète, dramaturge et parolier qu'on oublie souvent de mentionner quand on parle des Misérables. Donc l'adaptation, finalement, elle est assez fidèle au bouquin, même si, vu que le livre est énorme, plusieurs tomes, etc., certains personnages mineurs, certaines intrigues secondaires sont abandonnées, comme par exemple une histoire autour de la bataille de Waterloo, qui relie Monsieur Thénardier avec le père de Marius. Évidemment, les nombreuses digressions de Hugo, par exemple sur la construction des égouts parisiens, sur l'argot, sur les gamins de Paris, etc., bon ça n'apparaît pas, parce que de toute façon c'est pas de la narration. Et puis certaines choses sont appuyées et développées dans le musical par rapport au roman, par exemple notamment l'amitié Marius et Ponini. En fait dans le roman, ils se connaissent, etc., mais ils sont pas vraiment amis, alors que dans la comédie musicale, oui. Je trouve que le côté mélodrame épique de ce roman se prête vraiment bien à un traitement musical. En fait, c'est logique de donner à ce roman très populaire, adressé au peuple, qui a été un énorme succès lors de sa publication et après, une forme qui lui va bien, c'est-à-dire celle d'un grand spectacle musical populaire. Il y a vraiment un côté universel, intemporel, dont parle Alain Boublil dans un documentaire Arte très intéressant, qui a été diffusé récemment, qui parle aussi de l'écriture des Misérables, de sa place dans l'œuvre de Victor Hugo et de sa réception à l'époque. Je vous encourage vraiment à le voir, je vous mettrai un lien vers ce documentaire. Et alors, comme pour la Révolution française que tu as mentionné précédemment, l'album sort avant les premières représentations du spectacle. Il s'agit d'un double concept album qui est enregistré de janvier à avril 1980. Mais est-ce que tu peux nous redire ce que c'est exactement qu'un concept album, enfin en français un album concept? Oui, alors c'est une tradition assez importante dans la musique jazz, puis ensuite dans la musique, on va dire pop et rock. Le terme d'album concept, en fait, ça désigne un album où les chansons racontent une histoire suivie, ou alors, plus généralement, tournent autour d'un même thème ou d'un personnage. Parmi les albums assez connus de ce style-là, on a Tommy, du groupe britannique The Who, ou encore l'histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg.
Ici, vu que le but c'était d'en faire une comédie musicale, ça s'inscrit évidemment logiquement dans le genre. Sur cet album, on entend notamment Michel Sardou dans le rôle d'Enjolras, c'est assez rigolo. Je veux simplement mentionner que, comme j'avais lu on entend Michel Sardou dans le rôle d'Éponine, et je me disais, c'est novateur, effectivement. Ça aurait été original. On a aussi 2 autres chanteurs connus, encore une fois, dans les petits rôles donc, des fameux amis de l'ABC. Salvatore Adamo en Combeferre, Michel Delpech en Feuilly, et Claude Michel Schoenberg lui-même, décidément, joue Courfeyrac. Et donc la première production ever des Misérables, elle a eu lieu à Paris, au Palais des Sports, en 1980, très précisément. Une première qui a eu lieu le 17 septembre 1980. Comment elle est exactement, cette première production ? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on verra par la suite ? Alors c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de captation de cette œuvre. Je pense quand même que le côté, on va dire, grand spectacle était déjà présent, puisque c'est mis en scène par Robert Hossein, donc un célèbre nom du théâtre français, qui a à la fois travaillé sur du théâtre, on va dire, classique, mais aussi sur des grands spectacles. Par exemple, il avait mis en scène 2 ans auparavant, également au Palais des Sports, un spectacle adapté de Notre-Dame de Paris, un autre livre, évidemment, célébrissime de Victor Hugo. Qui n'est pas la comédie musicale Notre-Dame de Paris qu'on connaît tous. Non, qui n'était pas une comédie musicale, je pense. D'accord. C'est juste un grand spectacle. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 82, ensuite, il a réalisé une version film non musicale des Misérables de 3 heures, qui est une très bonne version, avec Lino Ventura en Valjean. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour la chanson de Gavroche, qui est donc une chanson qui était déjà présente en fait dans le livre de Hugo, il va reprendre la mélodie écrite par Claude Michel Schoenberg pour Les Misérables. Tu veux dire que le personnage chante une chanson dans le film Ouais. Dans la diégèse, mais c'est pas une comédie musicale, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord. Oui, parce que dans le roman, il y a tout un truc où Gavroche chante régulièrement cette chanson. Tu sais, c'est Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Ah oui, d'accord. Cette petite air célèbre, qui selon les versions, en fait, j'ai regardé plein de versions cinématographiques des Misérables, et ça peut être des mélodies très différentes, mais là, Hossein, il a pris la mélodie qui a été écrite par Claude Michel Schoenberg pour la comédie musicale. Donc on a un cast de 11 comédiens et de 45 choristes, donc déjà quand même cette ampleur. Maurice Barrier, qui joue Valjean, et Rose Laurence, qui joue Fantine, notamment, reprennent leur rôle de l'album concept. Apparemment, Michel Sardou voulait aussi reprendre son rôle, mais Robert Hossein ne voulait pas de vedette dans sa production, en fait. Alors j'ai trouvé sur internet un reportage sur les répétitions de cette production. Je vous mettrai le lien aussi, c'est une des rares possibilités de voir des images de la mise en scène de l'époque, avec notamment un interview intéressant de Robert Hossein, où il dit quelque chose qui m'a intéressé, que la misère coûte très cher à mettre en scène. Parce qu'il parle notamment du fait que les costumes, pour les rendre vraiment sales, moches, déchirés, etc., ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est très intéressant, et ça pose aussi une question sur ce spectacle, justement, cette espèce de débauche de moyens pour représenter la pauvreté et la misère, ça peut avoir un côté indécent, voilà, je trouve que c'est à questionner. Intéressant. Et est-ce que c'est un succès, cette première production ? Oui, alors plutôt, c'était à l'origine prévu pour 8 semaines minimum, et ça reste à l'affiche 16 semaines, avec 107 représentations et environ 500 000 spectateurs. Ah oui, quand même. Ouais. C'est vraiment marrant qu'on ait oublié cette origine française Ah, complètement, ouais, c'est étonnant. du spectacle. Parce que ça s'est très peu rejoué en France. Ouais, c'est ça. Et alors, comment est-ce qu'en fait, on va passer de cette version française à l'adaptation anglophone et donc le succès planétaire qui s'ensuit ? Alors, une personne permet ce passage, c'est Cameron Mackintosh. C'est peut-être la première fois qu'on en parle vraiment dans le podcast. Donc, c'est un producteur londonien. Coucou Léon. C'est un producteur londonien à grand succès. Il avait cartonné avec Cats en 81. Et puis, en 86, il produira Phantom of the Opera. Alors, à noter que Mackintosh a collaboré avec Boublil avant Les Mises, puisque Les Mises Londres, c'est 85, et en 83, il a produit à Londres une version scénique de Abacadabra, la fameuse comédie musicale pour enfants autour des chansons d'Abba qui avait été créée par Boublil. Et dont on parle dans notre épisode spécial Mamma Mia. N'hésitez pas à aller l'écouter. À cette même période à peu près, Mackintosh commence la production de la version donc britannique des Misérables, en partenariat avec la Royal Shakespeare Company. Le spectacle va mettre environ 2 ans à voir le jour. Savoir que Les Misérables de Hugo, c'est une œuvre qui est quand même assez connue dans le monde anglo-saxon sous son titre original, donc Les Misérables. Il y a eu notamment de nombreuses adaptations au cinéma aux États-Unis.
Mais depuis, c'est vrai que la comédie musicale est devenue presque encore plus connue que les différents films et même que le roman. Oui, c'est sûr que le premier facteur qui a dû inciter Mackintosh à produire la comédie musicale française, c'est la notoriété du livre de Victor Sans doute, Hugo. ouais. Et alors, qui est-ce qui va nous traduire tout ça? On aura une adaptation du livret et des paroles, d'abord par James Fenton, puis par Herbert Kretzmer, qui est décédé très récemment, le 14 octobre, à l'âge de 95 ans. Ce sont pas des traducteurs. En fait, Kretzmer, il a travaillé à partir de traductions littérales des chansons, qu'il a ensuite vraiment adaptées. Et dans certains cas, il a même pris pas mal de liberté. Je vous invite à consulter un article du blog Musicals Anatomy qui parle justement de l'adaptation anglaise des Misérables. Encore une fois, je vous mettrai un lien. C'est une adaptation, mais aussi une création totale pour certaines chansons, puisque la musique est en partie remodelée pour la version anglophone, et même l'histoire, en fait. Certaines choses sont ajoutées, d'autres sont supprimées. Et est-ce qu'on a ajouté des chansons dans la production anglophone? Mais oui, tout à fait, et pas des moindres, hein, puisque par exemple, dans les chansons qui n'étaient pas dans la version originale française et qui apparaissent à ce moment-là, on a Stars, donc la chanson de Javert, puisque l'interprète de Javert dans ce premier cast londonien, Roger Hallam, pensait qu'il fallait un numéro expliquant les motivations de son personnage. Autre chanson qui a été ajoutée, c'est Empty Chairs at Empty Tables, la chanson de deuil de Marius. Également Bring Him Home, le solo de Jean Valjean, ou encore Dog Eats Dog, la chanson de Thénardier vers la fin. En gros, ils ont rajouté des solos pour exprimer l'intériorité des personnages. Ah oui, des chansons qui sont devenues assez connues, parce que pour le coup, c'est des titres que je connais, même si je connais très mal l'œuvre, ces chansons me disent quelque chose. Oui, totalement, notamment Bring Him Home, le grand solo final de Valjean, ça fait partie des classiques de la pièce. Il y a aussi ajout du long prologue avec la première scène qui se déroule au bagne, où Valjean et Javert se rencontrent, chose qui n'était d'ailleurs pas du tout dans le roman, mais qui est présent dans plusieurs adaptations ciné. Et le passage qui suit où Valjean rencontre l'évêque, puisqu'en fait, dans la version française d'origine, l'histoire commençait directement à l'usine avec Fantine. La chanson L'air de la misère, où Fantine raconte sa vie terrible, elle est complètement transformée, en fait. La misère enfante la détresse, bien des vices et toutes les faiblesses. La misère lâche la bête en homme, et la mésange alors en chienne errante se transforme. Donc sa très belle mélodie va être réutilisée pour la chanson de la mort de Fantine et pour On My Own, donc la chanson d'amour d'Éponine, qui arrive bien plus tard dans la pièce et qui n'a strictement rien à voir en fait, en termes thématiques on va dire. Il y avait une chanson dans l'original qui s'appelle L'un vers l'autre, avec Éponine qui regarde Marius et Cosette tomber amoureux et voilà, qui est triste, qui tenait ce rôle, mais dans la version anglaise, en fait, elle a quasiment disparu. Il y a juste un petit bout de mélodie qui est réutilisé dans un très court passage. Il marchait sans savoir l'un vers l'autre, comme la chance quand elle cherche le hasard. Deux enfants mis au monde l'un par l'autre pour jouer les héros d'une histoire. En fait, tous ces changements, finalement, changent pas mal de choses, on va dire, à l'histoire, puisqu'on a une nouvelle version qui va renforcer Valjean en tant que protagoniste, et qui donne beaucoup plus d'importance à Javert, je trouve. Et alors, cette production des Misérables, en fait, elle apparaît pas totalement par hasard. On va dire qu'elle s'inscrit dans une tendance un peu plus large des types de comédies musicales qui vont être produits dans les années 80. Oui, c'est ce qu'on a appelé la vague des méga musicals des années 80, donc qui commence avec Cats en 81, qui se prolonge notamment avec Phantom of the Opera, qui tire même jusqu'à plus tard, hein, parce que je pense qu'on peut considérer Wicked 2003 comme un méga musical. Donc ce sont des énormes productions à visée commerciale, donc des sortes de blockbusters de la comédie musicale, souvent des histoires épiques, romantiques, à grande échelle, qui sont le plus souvent sung through et assez longs, hein, des shows qui durent parfois autour de 3 heures, des décors grandioses, des effets spéciaux, de grands orchestres, etc. Donc c'est un style qui est vraiment importé du West End, et qui est promu notamment par Cameron Mackintosh, et qui a révolutionné la comédie musicale dans les années 80, faisant notamment augmenter de manière importante le prix des tickets.
Et donc cette première production anglaise, elle va avoir lieu à Londres en 1985, où elle se joue toujours actuellement. D'ailleurs, tu vas revenir sur ce point. Alors, elle ouvre en octobre 85 au Barbican, puis ensuite rapidement arrive sur le West End, au Palace Theatre. Transfert d'ailleurs qui a failli ne pas se faire à cause des mauvaises critiques reçues par l'ouverture au Barbican, donc comme quoi ça se joue à peu de choses, le succès mondial d'une œuvre. En 2004, ça va être transféré du Palace jusqu'au Queen's Theatre, et ça s'est joué jusqu'en juillet 2019, moment où il y a eu une interruption pour travaux. En fait, le théâtre a changé de nom, c'est devenu le Sondheim Theatre. Alors du coup, selon les sources, ça compte comme une interruption du run ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on considère encore que Les Misérables, c'est encore en cours, ou est-ce que juillet 2019, c'est une interruption? C'est pas très clair. De toute façon, comme maintenant, c'est encore interrompu avec la crise sanitaire, on verra plus tard, on va dire. Mais en tout cas, c'est encore aujourd'hui la comédie musicale qui s'est jouée le plus longtemps à Londres. Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette première production anglaise, donc? Les metteurs en scène sont Trevor Nunn et John Caird, qui viennent du théâtre, notamment du théâtre shakespearien, même si Trevor Nunn avait, avant cela, déjà mis en scène Cats à Londres. Donc on a une mise en scène assez impressionnante, avec notamment un plateau tournant pour effets spectaculaires, et dans l'acte 2, on a une barricade géante sur la scène. Rien que ça. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. Donc ça a été conçu par le set designer John Napier, qui avait déjà bossé sur Cats, et qui fera par la suite Miss Saigon, Starlight Express, Sunset Boulevard, donc vraiment des grands spectacles de l'ordre, on va dire, du méga musical. Il y a aussi un ensemble assez grand qui donne de la puissance à la musique, mais aussi au visuel, avec cette masse des ouvriers, des forçats, des révolutionnaires, notamment lorsqu'ils font leur célèbre marche, c'est-à-dire c'est ce pas qui va donner l'illusion que les personnages avancent vers le public, alors qu'en fait ils restent sur place. Chose à noter sur cette production, c'est la célèbre affiche de la comédie musicale, donc qui est ce dessin de Cosette, les cheveux au vent, avec un drapeau derrière. En fait, c'est une adaptation de l'affiche du Palais des Sports de 80, qui reprenait une illustration, en fait une gravure d'Émile Bayard, qui date des années 1880, donc assez peu de temps après la publication du livre de Hugo, qui était une image, on va dire, plus large. On voyait Cosette qui passait le balai, voilà, tristement, dans l'auberge des Thénardier. C'est intéressant de se rendre compte que même dans finalement la stratégie publicitaire, les visuels, on doit tout à la première production française. Eh oui, mine de rien, c'est vraiment les Français qui ont créé cette œuvre. Hey, hey. Si on revient donc sur cette première production anglaise, il y a des acteurs particulièrement, on va dire, marquants à signaler, qui faisaient partie du cast originel. Parce qu'il y en a eu un certain nombre de productions, mais qui a créé les rôles en anglais? Eh bien alors, je vais te dire ça. Donc, dans le rôle de Jean Valjean, on a Colm Wilkinson, qui est un acteur qui a une diction très particulière et très reconnaissable, dont je suis pas forcément très fan, un peu, je sais pas comment dire, patate dans la bouche, quoi. J'essaierai de mettre un extrait pour montrer ce que je veux dire. Pour qu'on se rende compte. Mais c'est pas méchant parce que je trouve que c'est un très bon acteur, mais il y a un truc dans sa diction qui me questionne. You are free. There are no conditions, no bargains or petitions. There's nothing that I blame you for. You've done your duty, nothing more. If I come out of this alive, you will find me at number 55 Rue Plumet. No doubt our paths will cross again. Claude Michel Schoenberg a écrit justement la célèbre Bring Him Home pour lui, puisqu'il a une très belle voix de falsetto, donc c'est-à-dire cette voix de tête masculine. Alors comme Wilkinson, c'est marrant, il a été représentant de l'Irlande à l'Eurovision 78, et au moment de la production des Misérables, il bossait sur la version workshop de Phantom of the Opera, et il a refusé le rôle du fantôme à Londres pour jouer Valjean, parce que ça se produisait à peu près en même temps. Et ensuite, il va quand même finir par jouer le fantôme, puisqu'il l'incarnera dans le cast original canadien en 89. Dans le rôle de Fantine, on a Patti LuPone. C'est marrant parce qu'on oublie parfois, parce que c'est un rôle qui est pas trop dans sa persona, cette histoire de femme, de figure sacrificielle, on va dire. Mais c'est bien elle, la créatrice du rôle en anglais. Elle était déjà connue, elle avait notamment eu le Tony en 80 pour Evita. Et dans le rôle de Marius, j'ai mis un petit cœur parce que j'aime vraiment beaucoup cet interprète, c'est Michael Ball. C'est son premier grand rôle, mais ensuite il s'est devenu un grand acteur sur le West End.
Il a eu notamment 2 Olivier Awards, l'un en 2008 pour Edna dans Hairspray, et l'autre en 2013 pour Sweeney Todd, on en avait parlé. Donc c'est vraiment un interprète que je trouve hyper attachant. Et est-ce que le public anglais a été au rendez-vous? Le public, oui, mais en fait, c'est ambigu la réception de la pièce. Déjà, les critiques sont partagées, en fait, beaucoup reçoivent la pièce avec un certain snobisme, la trouvant lourde, indigeste, un espèce de grand spectacle sans subtilité, trop mélo, etc. C'est intéressant d'ailleurs que noter que les retours critiques ressemblent à ceux qu'a reçu le livre de Hugo lors de sa sortie. Parce qu'on accusait d'avoir écrit un feuilleton populaire, sentimental et démago. Donc c'est assez intéressant, mais comme pour le livre, le public, lui, il adore. On a par exemple 10 minutes de standing ovation quand même le premier soir et un bouche à oreille qui fait que les réservations finissent par exploser. Après, c'est par contre pas un gros score au Olivier Award, puisque ça a seulement, bon, c'est déjà pas mal, hein, mais 4 nominations et un seul prix pour Patti LuPone. Et alors toi, bon même si c'est 30 ans après l'ouverture, c'est cette production que tu as vue Ouais. à Londres. T'en as pensé quoi? Tu as partagé l'enthousiasme du public anglais? Oui, évidemment, j'avais adoré, vraiment été emportée par le côté épique, grandiose. Donc je connaissais déjà l'œuvre presque par cœur, etc. Mais je trouve que ça avait apporté une dimension supplémentaire, cette mise en scène. Voilà, faut aimer cette grandiloquence, ce premier degré qui se retrouve dans tous les aspects de l'œuvre, en fait, hein, dans l'histoire, dans les thématiques, dans la musique, dans la mise en scène. Personnellement, je trouve que dans ce genre-là, c'est le plus réussi et notamment le plus émouvant. Et pour ceux de nos auditeurs et auditrices qui n'ont jamais vu la pièce, est-ce qu'on peut trouver facilement une captation de cette production vraiment historique de l'œuvre? Ben non, justement, en fait, il n'existe pas de captation officielle de la pièce. Il y a seulement des captations des différentes versions concert, dont on va parler un peu plus tard. Ce qui c'est un peu dommage, je trouve. Après, on trouve évidemment comment on appelle ça, des bootlegs sur YouTube. Hein. Je le dis doucement, mais je le dis quand même. Et donc, après ce succès dans le West End, eh bien de façon assez très classique, hein, on a bien sûr eu un transfert à Broadway quelques années plus tard. Oui, alors le show commence pour 6 semaines à Washington avant d'arriver à New York au Broadway Theatre en mars 87. Il y a des changements à nous signaler par rapport à la version londonienne en termes de mise en scène, par exemple? Alors, ce sont les mêmes metteurs en scène, donc Trevor Nunn et John Caird qui vont à New York pour faire cette production. Mais par contre, on passe à une échelle supplémentaire, puisque c'est une production qui va coûter 4,5 millions de dollars, contre 1 million de livres, soit 1,9 million de dollars pour la production londonienne. Et il y a notamment eu des améliorations, on va dire, au niveau de la technique, puisque dans la version Broadway, les décors vont être contrôlés par ordinateur, notamment. Et la structure de la pièce, les textes, est-ce qu'ils sont conservés à l'identique? Alors c'est très proche, mais il y a quelques petits changements de structure et des modifications de texte. En fait, c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte en écoutant la version originale londonienne. Je me suis dit, attends, mais c'est pas exactement pareil que la version Broadway, qui est celle que j'ai le plus souvent entendue. Par exemple, il y a un court solo de Cosette qui s'appelle I Saw Him Once, qui est coupé, qui apparaissait à Londres avant la chanson In My Life. C'est assez étonnant, enfin si je puis rebondir sur ça. En tant que fan des Misérables, du coup, tu connais plus la version Broadway que la version originelle avec Patti LuPone à Londres. Oui, parce qu'en fait, je connais, on va en parler un peu plus tard, beaucoup les versions concert, en fait, qui sont celles où il y a une captation, donc celles que j'ai regardées, en fait, qui se sont jouées à Londres, mais qui reprenaient les modifs quand même de Broadway. Et dans cette première production à Broadway, on retrouve quelques interprètes de la production londonienne. Oui, donc on retrouve Colm Wilkinson, qui reprend son rôle de Valjean. En fait, la Actors Equity Association, donc en gros qui est le syndicat US des acteurs de théâtre, ne voulait pas qu'il prenne ce rôle, parce qu'il n'était pas américain. Mais Mackintosh, en gros, a dit les Miss n'ouvriront pas à Broadway sans lui, donc ils ont fini par céder. On a aussi Frances Ruffel, l'interprète originale d'Éponine, qui reprend son rôle. Et on découvre en Cosette Judy Kuhn, dont on a déjà parlé dans le podcast. Ce sera la future voix de la princesse Pocahontas de Disney. Et aussi la future interprète du rôle de la mère dans Fun Home. Et est-ce que cette arrivée à Broadway a été aussi triomphale que celle à Londres? Voire même plus. Hein. Vraiment, là, il n'y a aucune ambiguïté sur la réussite de cette version Broadway. Réussite financière d'abord, puisque, par exemple, au moment de l'ouverture à Broadway, le show avait déjà fait 12 millions de recettes. Donc avait déjà recoupé son investissement, en gros, on va dire ça comme ça. Pour le coup, c'est aussi un gros succès au Tony Award, avec 8 récompenses, dont meilleure comédie musicale, meilleur livret et meilleure musique.
Et alors, parmi les interprètes qui ont défilé à Broadway au fil des ans et des productions, on peut en citer certains, et notamment certaines, qui sont devenues particulièrement célèbres, en tout cas qu'on Oui, connaît bien aujourd'hui. ouais, je voulais mentionner ça au passage. Donc, en 95, Léa Michel a joué Cosette enfant. Donc, je vous mettrai un petit lien. Il y a une vidéo d'elle à la télé en 96 où elle chante Castle on a Cloud. Elle est aussi la doublure de Gavroche. Plus tard, en 2008, elle a joué Éponine dans une version concert, encore une version concert, à l'Hollywood Bowl. Autre interprète notable, c'est Sutton Foster, maintenant une grande star de Broadway, qui a été doublure d'Éponine au début des années 2000, et là encore on peut trouver sur internet une vidéo d'elle chantant On My Own. Tu nous as vraiment trouvé des trésors sur YouTube, Ah ben, avec j'ai fait des recherches. tous ces liens. Et en fait, Les Misérables, ça se joue toujours à New York aujourd'hui? Alors, pas cette production-là, en fait. Cette production-là a fermé en 2003. Cameron McIntosh annonce la fermeture en mars, et du coup, les ventes de billets s'envolent, ce qui fait qu'en fait, la fermeture a été décalée de 2 mois. À l'époque de sa fermeture en 2003, c'était le 2e show ayant joué le plus longtemps à Broadway. Désormais, c'est le 6e. Alors, si on continue, on va dire chronologiquement, les productions marquantes qui ont été montées, on doit citer en 91 le retour à Paris des Misérables. Alors, on a donc une production française qui a été exportée à Londres puis à Broadway et qui revient à Paris. Ça m'a fait penser tout comme un Américain à Paris d'ailleurs. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est le même schéma, effectivement. Donc, c'est une adaptation française de la version anglophone, c'est ça qui est intéressant. Oui, et non pas la première production française. Exactement. Qui est montée par Cameron McIntosh, à la fois à Paris, au Théâtre Mogador, et à Montréal, au Théâtre Saint-Denis. Donc du coup, les textes sont adaptés par Alain Boublil des textes anglais de Kretzmer. Il y a un mouvement dans l'autre sens pour prendre en compte toutes les adaptations faites par la version anglophone. Du coup, par exemple, On My Own devient Mon Histoire. J'avais rêvé d'une autre vie, il y a des modifications dans les paroles, donc en fait il y a 2 versions françaises de cette chanson. Il y a des changements dans le numéro Demain, qui est devenu en anglais One Day More, puis devenu Le Grand Jour dans la version 91, etc. etc. Cette production du Mogador n'a visiblement pas été un succès, ce qui peut expliquer que le show ne soit pas souvent rejoué en France. Il faudra attendre encore plusieurs années et une autre adaptation de Victor Hugo, donc Notre-Dame de Paris en 98, pour qu'une comédie musicale fasse un gros succès en France. Tu as dit qu'il y avait eu de nombreuses versions concerts. Tu voulais d'abord mentionner la version concert du 10e anniversaire, un concert d'octobre 1995 qui s'est tenu au Royal Albert Hall de Londres. Oui, alors ce concert du 10e anniversaire a été autour de l'idée d'un Dreamcast, donc c'est-à-dire reprendre les interprètes les plus iconiques de chaque rôle. Ça peut être les créateurs ou créatrices du rôle à Londres ou à Broadway, comme Colm Wilkinson, Michael Ball ou Judy Kuhn, mais pas forcément. Par exemple, c'est pas Patti LuPone qui a été choisie pour Fantine, j'imagine qu'elle peut-être elle était occupée, enfin j'en sais rien. Ils ont choisi Ruthie Henschel qui l'a interprétée sur le West End en 92. On trouve dans le rôle d'Éponine Léa Salonga, qui avait été la première personne d'origine asiatique à jouer le rôle à Broadway en 93. Elle était déjà connue parce que c'était la créatrice du rôle titre de Miss Saigon à Londres en 89. Elle avait 18 ans à l'époque. Et à Broadway en 91. Miss Saigon, évidemment, comédie musicale également écrite par Boublil et Schoenberg. Elle avait d'ailleurs chanté On My Own pour son audition pour Miss Saigon. Évidemment, Léa Salonga, c'est une légende de Broadway, elle est connue pour plein de choses, notamment pour avoir été la voix chantée de Jasmine dans Aladdin en 92, puis ensuite de Mulan en 98. Et elle est également, bien évidemment, la tante de Josh dans Crazy Ex-Girlfriend. J'étais sûre que tu allais le mentionner. Dans le rôle de Javert, un interprète très impressionnant qui s'appelle Philip Quast, qui était en fait dans le cast original de la production australienne en 87, puis qu'il a joué en 89 à Londres. C'est vraiment une super version, une très bonne introduction à l'œuvre, même si on comprend pas forcément toute l'intrigue, puisque c'est un enchaînement des grandes chansons du show, il n'y a pas tous les récitatifs qui expliquent tout ce qui se passe. Je me souviens qu'en le voyant sur scène, j'ai mieux compris l'intrigue, évidemment. Dans cette version aussi, on a un chœur de 300 personnes qui est notamment très impressionnant et qui donne toute son ampleur à la musique. Et il y a eu des revivals à Broadway depuis la fermeture en 2003 ? Oui, tout à fait. Dès 2006, en fait, 3 ans après la fermeture de l'original. Version dans laquelle Norm Lewis jouait Javert. C'était le premier afro-américain à jouer ce rôle. Il a joué ensuite sur le West End. C'est vraiment un très grand interprète. Il a plus tard joué Sweeney Todd et ensuite le Fantôme, dont il a été également le premier interprète noir.
Parmi les autres interprètes connus, dans le rôle de Fantine, on avait Daphne Rubin Vega, qui est la créatrice du rôle de Mimi dans Rent. Donc c'est marrant parce que Mimi et Fantine, il y a des points communs, c'est deux femmes, on va dire, malades, mourantes. Bon, il y en a une qui termine plus mal que d'autres, mais je me demande si ce choix de casting n'a pas été dicté par cette espèce de persona que dégage Daphne Rubin Vega. Et il y a eu aussi une version au Châtelet. Oui, donc il s'est joué de mai à juillet 2010, que j'ai pas vu, encore une fois, parce que j'étais pas parisienne à l'époque. Alors, c'est pas une création du Châtelet, hein, il s'agit de la tournée internationale du 25e anniversaire, tournée qui est ensuite passée à Londres, au Barbican, donc le lieu de la production originelle, ce qui fait qu'il y a eu pendant quelques semaines 2 productions différentes des Misérables à Londres. C'est marrant. Dans le rôle de Valjean, on avait John Owen Jones, un autre célèbre interprète de Valjean, qu'il a joué à Londres et à Broadway. Javert, c'était Earl Carpenter, pareil, qu'il a joué à Londres et ailleurs. J'ai l'impression que Les Misérables, ça fait partie de ces shows que les comédiens jouent pendant longtemps et à plusieurs reprises. Et Earl Carpenter aussi, il a joué le fantôme, c'est aussi assez marrant, cette récurrence du fait que les Valjean et aussi parfois les Javert ont aussi joué le rôle du fantôme. C'est sans doute parce qu'il y a des proximités, on va dire, dans la voix, enfin la voix qui est requise pour jouer ce style-là, quoi. Donc cette version de la tournée qui est passée au Châtelet, c'était une nouvelle mise en scène sans le plateau tournant, avec des décors apparemment un peu plus minimalistes et aussi de nouvelles orchestrations. Alors Fanny, il me semble que tu l'as vue cette version. Oui, mais franchement, je m'en souviens vraiment à peine. J'ai quand même le souvenir d'un truc très grandiloquent au niveau de la musique. Des formations aussi, je me souviens d'avoir beaucoup de monde sur scène, mais en revanche, j'ai pas trop d'images des décors, alors que j'ai bien en tête ceux de Sweeney Todd, hein, c'était un an plus tard, il me semble, Sweeney Todd. Donc bon, peut-être que ça veut justement dire que c'était assez minimaliste si les décors ne m'ont vraiment pas marqué. Je sais que j'ai plutôt bien aimé sur le coup, mais comme souvent au Châtelet, j'étais très, très mal placée. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le grand spectacle, hein, parce que je pense qu'il y avait, comme fréquemment, un beau poteau devant moi qui m'empêchait de voir la moitié du décor. Et c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, on en vient presque à regretter les poteaux du Châtelet, parce C'est qu'au vrai. moins, on était au théâtre. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Comme on l'a déjà dit, hein, je suis pas une très grande fan des Misérables. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Et une fois de plus, j'y allais sans connaître absolument rien à l'œuvre. Enfin, en ne connaissant que très très vaguement l'histoire du livre de Victor Hugo. Donc bon, voilà, au moins il y avait des surtitres, hein. C'était pas comme pour Hamilton. Ah oui, c'est pas pareil quand même. J'ai à peu près compris de quoi on causait. Puis ça parle moins vite, c'est un langage moins complexe dans Les Misérables que dans Oui. Hamilton. Et donc pour reprendre notre liste des productions les plus marquantes, il y a eu donc, tu le mentionnais, le concert du 10e anniversaire, mais aussi celui du 25e anniversaire, ça ne s'arrête pas. C'est ça. Et celui-là a eu lieu à la O2 Arena, donc une super énorme salle de concert à Londres, début octobre 2010. Oui, avec Alfie Boe dans le rôle de Valjean, encore un interprète assez marquant. Norm Lewis, donc, dont on a parlé juste avant en Javert. Dans le rôle de Marius, on avait Nick Jonas, donc le membre du célèbre groupe, enfin célèbre à l'époque, hein, je sais pas trop ce qu'ils deviennent maintenant, les Jonas Brothers. C'était un choix assez décrié, en fait, de prendre une star comme ça pour booster les ventes, et notamment booster les ventes auprès du jeune public, des adolescents. Mais bon, il est pas si mauvais, et à noter qu'il avait joué Gavroche à Broadway étant enfant, donc il n'était pas non plus totalement étranger à la comédie musicale. Dans le rôle de Cosette, on a Katie Hall, qui était dans la production du Châtelet d'ailleurs, et Léa Salonga, qui était Éponine dans le 10e anniversaire, devient Fantine. Et du coup, Éponine est cette fois interprétée par Samantha Barks. Alors, petite histoire sur Samantha Barks, en 2008, elle avait participé à I'd Do Anything, un talent show destiné à trouver les rôles principaux du revival de Oliver sur le West End. Donc c'est hyper improbable, je trouve. Et je trouve ça génial qu'il puisse y avoir ça, quoi. On verra pas ça en France. Et dans le jury de ce talent show, il y avait notamment Cameron McIntosh et Andrew Lloyd Webber. Elle est arrivée 3e au classement. 2 ans plus tard, elle joue Éponine à Londres, et en fait, McIntosh la voit le soir de sa première, et c'est à ce moment-là qu'il l'a choisie pour le concert anniversaire. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures interprètes d'Éponine, elle est particulièrement émouvante, et on la retrouvera un peu plus tard lorsqu'on parlera du film. Autre interprète marquant, c'est celui qui joue Enjolras, c'est Ramin Karimloo.
également une star de Broadway, un acteur canadien célèbre du musical theatre, qui a été notamment vu dans le Phantom of the Opera. Il a joué le rôle de Raoul, puis ensuite le rôle du fantôme sur le West End. Il jouait aussi dans la suite assez décriée de Phantom of the Opera qui s'appelle Love Never Dies. Il est vraiment très très bon dans le rôle d'Enjolras, très intense. Voilà, cette version du 25e anniversaire, c'est aussi une très bonne version, dans le même esprit que celle du 10e anniversaire, d'où les fréquentes comparaisons entre les deux. Quand on regarde sur YouTube, il y a toujours les gens qui disent « je préfère machin, etc. » Et on a ensuite un nouveau revival à Broadway en 2014. Donc la première production s'est arrêtée en 2003 et en l'espace de 10 ans, on a eu déjà 2 revivals. Donc à ce rythme-là, autant ne pas s'arrêter, hein, c'est assez étrange. Oui, il y a un côté étrange parce qu'en plus, je sais pas à quel point c'est des revivals qui vraiment renouvellent quelque chose en termes de mise en scène ou de structure. J'ai pas l'impression, donc oui, c'est un peu étrange de s'arrêter pour reprendre 2 ou 3 ans après. Bon. Dans ce revival, on a Ramin Karimloo, donc dont je viens de parler, qui cette fois-ci joue le rôle de Valjean. D'autres interprètes célèbres ont ensuite pris sa suite, Alfie Boe, John Owen Jones, dont on a déjà parlé. À croire que les interprètes de Valjean, en fait, ne peuvent pas s'en passer et ils veulent toujours y revenir, c'est assez rigolo, je trouve. Toujours pour parler du cast, on avait Keila Seattle, qui est notamment la femme à barbe de The Greatest Showman, qui jouait Madame Thénardier. Gaten Matarazzo, qui est célèbre pour jouer le rôle de Dustin dans Stranger Things, jouait le rôle de Gavroche. Et Nikki Aim James interprétait Éponine, on en a parlé à propos de Book of Mormon. Et alors, justement, cette production peut être l'occasion de nous dire quelques mots sur la pratique du colorblind casting. Alors oui, vraiment, Les Miss, c'est un, on va dire un show qui est assez versé et de plus en plus, à mesure des années, dans le colorblind casting. Donc c'est vraiment cette idée de caster des comédiens de toute origine ethnique. Voilà, on va dire indifféremment, entre guillemets. Exemple dans cette version, Ramin Karimloo, qui est d'origine iranienne, Kyle Scatliffe, qui jouait Enjolras, et donc Nikki M. James, les deux étant afro-américains. Et c'est quand même intéressant parce qu'on remarque que certains rôles sont plus souvent donnés à des personnes non blanches que d'autres, notamment Éponine, qui est très souvent jouée par des asiatiques, afro-américains, etc., depuis en fait Léa Salonga, et notamment également Javert. C'est beaucoup moins souvent Cosette, Marius ou Valjean qui vont être des personnes non blanches. Il faudrait peut-être réfléchir à ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut pas dire, dans une certaine mesure, que c'est toujours les antagonistes, enfin qu'au moins les rôles d'antagonistes, on peut les donner à des personnes non blanches, mais ça reste pas le cas des vrais héros de l'histoire, non? Bah, ça ressemble un peu à ça, ouais. Alors bon, en l'occurrence, ceci dit, sur cette version, on avait Kyle Jean-Baptiste, donc qui était un understudy de Ramin Karimloo, qui a joué le rôle en juillet et août 2015. Et ça a été à la fois le plus jeune interprète de Valjean, il avait 21 ans. Ah oui. Sachant qu'à la fin de la pièce, Valjean est vieux et tout ça, donc c'est marrant. Et c'était aussi le premier acteur noir à jouer Valjean. Et c'est hyper triste parce qu'en fait, il est mort dans un tragique accident. Je crois qu'il est tombé d'un toit, enfin un truc affreux, fin août 2015. À signaler également une version concert des Misérables qui a tourné en France et, il me semble, plus tard en Chine, pour quelques dates, en 2017. Oui, 2017 et 2018 pour la Chine, il me semble. Donc c'est Les Misérables en français, encore une fois en version concert, avec donc les chansons de la version de 91. On peut voir pas mal d'extraits des chansons sur YouTube. C'est bien, mais c'est vrai qu'on finit par se dire qu'on aimerait bien avoir la vraie pièce, quoi. Les versions concert, c'est bien, mais... Bon, j'imagine que c'est plus facile à monter que la pièce avec ses décors et sa mise en scène très sophistiquée. Les versions concert, généralement, bon, ils sont certes en costume, mais voilà, ils sont derrière leur micro. Donc c'est plus facile à monter, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse revoir Les Misérables, la vraie mise en scène, en France. Enfin, une dernière version récente, une autre version concert, c'est le concert All Star de 2019. Oui, donc qui s'est joué au Gielgud Theatre pendant que le Queen's / Sondheim Theatre était fermé, parce qu'on ne peut pas passer quelques mois à Londres sans Les Misérables, hein, donc il fallait forcément qu'il y ait quelque chose qui remplace, tu vois. Michael Ball, vous vous en souvenez, on a parlé de lui parce qu'il jouait Marius, dans cette version est devenu Javert. Décidément, c'est assez fréquent que des acteurs jouent un autre rôle en vieillissant. Parce que par exemple, on a l'exemple de Earl Carpenter, dont on a parlé plus haut parce qu'il a joué Javert. Cette fois-ci, il joue l'évêque. On a Carrie Hope Fletcher qui joue Fantine, alors qu'elle avait joué pendant des années Éponine. Alors Carrie Hope Fletcher, c'est une actrice et chanteuse qui est très connue sur internet grâce à sa chaîne YouTube. Moi, je connaissais pas du tout, mais à chaque fois que j'ai vu des versions d'elle, des Misérables, après, je vois les commentaires des gens. Enfin, elle a une communauté de fans sur internet impressionnante. Dans le rôle de Cosette, à noter qu'on avait une jeune française prometteuse qui s'appelle Lily Kéroas.
Alors on a une captation vidéo de ce concert All-Star qui est sorti récemment, que j'ai pas eu l'occasion de voir. Bon, on va s'arrêter là sur les différentes versions, sinon cet épisode va être infini parce qu'on aurait pu parler des versions dans tous les pays en gros, mais voilà, stop. Oui, on l'a pas mentionné, mais il me semble que Les Misérables, c'est comme on l'avait dit pour Mamma Mia, une comédie musicale qui est traduite dans toutes les langues et se joue Exactement. partout dans le monde. Ouais. Alors maintenant qu'on a passé en revue un certain nombre de ces productions, pouf, tu voulais nous parler de la musique. Les Misérables, c'est vraiment une œuvre sung through, c'est-à-dire, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast, ça chante du début à la fin, avec une intensité qui ne retombe pas. Bouh, j'aime pas le synchro, je le dis à chaque fois. J'avais pas vu ton bout, j'ai découvert en lisant. Donc, bon, Fanny a tort, mais ceci dit, je dis l'intensité ne retombe pas, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a quand même de grands airs, c'est-à-dire les chansons célèbres qui reçoivent des applaudissements, qui sont les plus connues, etc. Et des passages qui relèvent davantage du récitatif ou du dialogue chanté. C'est vraiment comme dans un opéra. D'ailleurs, les parties chantées ne sont pas toutes dans les différents enregistrements. À part, donc, comme son nom l'indique, le Complete Symphonic Recording de 89, sinon, les enregistrements sélectionnent, on va dire, les grands airs de la comédie musicale. Et d'ailleurs, Boublil et Schoenberg font eux-mêmes très bien cette différence. Dans le livre The Musical World of Boublil et Schoenberg de Margaret Vermette, ils disent ça, en fait, que les récitatifs et les chansons / les airs sont deux choses distinctes pour eux. En gros, les récitatifs sont la partie qui pourrait être du dialogue parlé. Comment est-ce qu'on pourrait décrire le style des Misérables ? Alors un style, je crois que tu as utilisé le mot grandiloquent tout à l'heure, donc c'est le cas, évidemment. Même un peu kitsch sur certains aspects. Mais encore une fois, pour moi, je trouve que ce style s'accorde parfaitement à l'histoire, à l'atmosphère de ce que ça raconte, quoi. Pour moi, c'est parfaitement en accord, on va dire ça comme ça. Et c'est une œuvre qui se caractérise par un usage très fréquent de la reprise. Bon, évidemment, la reprise dans les comédies musicales, c'est quelque chose d'habituel, mais ici, ça prend une dimension particulièrement importante. Oui, vraiment. On a vraiment des thèmes musicaux qui reviennent sans cesse, de manière très efficace. On a au bout d'un moment un sentiment de familiarité avec les mélodies. On entend une mélodie, on se dit tiens, on l'a déjà entendu, cet air-là, et il nous renvoie à l'émotion qu'on avait eue la première fois qu'on l'a entendu, c'est assez intéressant. Après, parfois, j'avoue que si j'avais un reproche à faire aux Misérables, j'en ai quelques-uns, mais ça serait que les reprises, parfois elles sont parfaitement pertinentes et émouvantes, mais parfois on s'interroge aussi sur la raison du retour de tel ou tel thème, parce que les thèmes sont pas forcément associés à des personnages ou des actions. Par exemple, on se demande vraiment pourquoi la mélodie que chante l'évêque au tout début dans le prologue revient à la fin dans Empty Chairs at Empty Tables, alors que ça n'a aucun rapport. On se demande aussi pourquoi la chanson de la mort de Fantine devient celle du désespoir amoureux d'Éponine dans On My Own. Il y a plusieurs exemples comme ça, je trouve. Alors on pourra me répondre évidemment qu'il y a de vagues résonances émotionnelles ou thématiques, mais parfois ça me questionne, quoi. Je réentends une mélodie, mais je me dis mais ça n'a aucun rapport avec la première fois qu'on l'a entendue. Alors que c'est censé être ça l'utilité de la reprise, en fait. Petit questionnement, peut-être que certains pourront me répondre. J'imagine qu'ils y ont réfléchi et qu'il y a forcément des liens entre un air et sa reprise, mais vraiment ça me questionne. On a parlé de façon générale de la musique, mais tu voulais entrer dans le détail de certains numéros, certaines chansons parmi les plus marquantes. Et d'abord, quelques mots de ce prologue que tu as déjà évoqué tout à l'heure. Oui, donc le prologue commence au bagne avec cette célèbre introduction spectaculaire, Look down, où les bagnards se plaignent de leur situation, avec ensuite l'affrontement entre Javert et Valjean, la libération de Valjean, la rencontre avec l'évêque, tout ça est assez fluide. Et donc le monologue de Valjean de soliloquie à la fin, qui est transformé par cette rencontre avec l'évêque. Ensuite, on arrive vraiment dans l'histoire, donc ça se passe des années plus tard. C'est la chanson At the End of the Day, qui est une chanson d'ensemble qui va présenter la vie misérable des ouvriers de l'usine et de manière générale des pauvres de la ville. Donc on inscrit directement la thématique en fait de l'œuvre, la vie des pauvres gens. Et on a l'introduction du personnage de Fantine qui est en conflit avec les autres femmes de l'usine où elle travaille. Alors c'est assez marrant parce qu'on a le directeur de l'usine qui arrive et « Ah, c'est Valjean, incroyable !» Il y a un côté un peu obvious parce qu'il arrive et il dit « I am the mayor of this town », genre pour que ça soit clair, comme si les autres ne savaient pas qu'il était maire. Enfin, il y a un côté un peu... J'explique pour que les spectateurs comprennent. Puis donc, Valjean / Madeleine, son nouveau nom, repart tout de suite. Enfin, c'est un peu bizarre cette introduction. Et on arrive assez rapidement à une des chansons les plus connues, ou sinon la plus connue, en tout cas moi une chanson que je connaissais, qui est I Dream a Dream, la fameuse chanson tragique de Fantine.
Oui, où elle évoque sa vie d'avant, son histoire personnelle, son histoire d'amour, et comment tout ça a été détruit. Alors c'est sans doute, comme tu dis, la plus connue du grand public, hein, surtout depuis l'interprétation qui en a été faite par Susan Boyle dans Britain's Got Talent en 2009. On se souvient de l'énorme buzz que ça avait été à l'époque. Hein. Ça avait été vu des millions de fois, et ça avait même fait s'envoler les ventes de tickets pour le show. Donc cette chanson a été reprise de très nombreuses fois par des artistes femmes et des artistes hommes, c'est assez amusant, il y a beaucoup de versions par des hommes. À noter qu'elle a été reprise évidemment dans Glee, sous la forme d'un duo entre Léa Michel, donc Rachel, et Idina Menzel, Shelby, sa mère biologique. Ensuite, on a un deuxième monologue de Valjean. Hein. Valjean c'est évidemment le protagoniste, et comme c'est un être torturé, il a beaucoup de monologues. Comme le titre l'indique, Who am I ? Valjean se demande qui il est. C'est vrai qu'il passe l'histoire un peu à se cacher, à changer de nom, donc je comprends qu'ils sont un petit peu perturbés. Et donc, c'est une chanson de dilemme moral, en fait, puisque c'est le moment où il va décider, à la fin de la chanson, de se dénoncer pour sauver l'homme qui lui ressemble et qui est donc accusé à sa place. C'est vraiment un moment très, très puissant. Autre air qui est assez aimé des fans, c'est Confrontation. La confrontation, le duo Valjean-Javert. Donc, en gros, Javert fait « Haha, je savais que c'était bien toi, Valjean, je t'ai démasqué !» Et Valjean sait qu'il va être arrêté, mais il demande quelques jours pour régler ses affaires. Javert lui dit « Ouais, c'est ça, bien sûr. » Et donc, du coup, ils se battent, plus ou moins, et Valjean s'enfuit. C'est assez intéressant, parce que ça reprend les thèmes musicaux, pour le coup, une reprise bien faite, les thèmes musicaux de leur première rencontre qui a eu lieu dans le prologue. C'est une chanson vraiment très intense, hein, et il y a un très beau moment dans la deuxième partie de la chanson où leurs voix se mêlent, et ils chantent en même temps, en fait. On entend notamment Javert dire que lui aussi vient d'un milieu très pauvre, il est né en prison, etc. Donc ça renforce un peu la caractérisation du personnage. Bon, c'est un peu difficile de tout entendre, donc il y a un côté un peu déceptif, vu qu'ils chantent en même temps. Donc il faut l'écouter plusieurs fois. Mais c'est vraiment un des passages, je trouve, les plus plaisants à chanter, avec ce côté très solennel. C'est Javert qui arrive avec la Valjean, at last, we see each other plain. Il y a une vidéo assez marrante du cast de How I Met Your Mother, où justement Neil Patrick Harris et Jason Segel la chantent comme ça. Neil Patrick Harris fait Javert et Jason Segel fait Valjean, et ils le jouent vraiment en le surjouant un peu, mais c'est assez marrant. Il y a plusieurs vidéos en fait où ils font ça, donc j'imagine que c'est un truc qu'ils font de manière récurrente tous les deux. Et alors, dans un style très différent, on a la chanson de Cosette, Castle on a Cloud. Oui, donc la chanson de Cosette lorsqu'elle est encore petite fille et qu'elle est malheureuse chez les Thénardier et va s'imaginer en fait un monde meilleur. Il y a un passage qui me fait rire à chaque fois, c'est quand elle chante « There is a room that's full of toys, there are 100 boys and girls », alors qu'on s'attendrait à ce que la rime ça soit « Toys, boys ». Kretzmer, le parolier de la version anglaise, trompe un peu les attentes. À chaque fois que je l'écoute, je dois me forcer à penser que ça va pas être ça la rime. Donc c'est assez intéressant de déjouer comme ça l'attente de l'oreille de l'auditeur. C'était une volonté vraiment pour montrer que l'esprit de Cosette n'est pas assez mature et pas assez apaisé pour faire comme ça des rimes. Ça, c'est marrant. C'est intéressant. Ça, c'est aussi un exemple de chanson qui a changé de la première version française à la seconde. Parce que dans la première version française, ça s'appelait « Mon prince est en chemin », et dans la deuxième, c'est devenu « Une poupée dans la vitrine ». C'est intéressant, parce que la version anglaise « Castle on a Cloud », donc, a vraiment beaucoup changé le texte, qui, dans la première version française, était en effet, je trouvais un petit peu gênant, je sais pas comment dire, avec cette petite fille qui s'imagine que son amoureux va venir la sauver, enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu curieux. Du coup, Kretzmer, il a dit « C'est bizarre », d'ailleurs, il le dit vraiment explicitement dans les différentes interviews que j'ai lues. Donc, il imagine ce truc de Castle on a Cloud, mais quand Boublil récupère Castle on a Cloud et va en faire une nouvelle version pour 91, en fait, il retravaille pas le texte en fonction de celui de Kretzmer, mais en revenant au livre de Hugo pour écrire cette chanson, qui devient donc une poupée dans la vitrine, puisque dans le livre de Hugo, il y a un passage sur Cosette qui regarde une jolie poupée dans une vitrine et qui rêve de la voir. Mon prince est en chemin déjà, je ne sais pas comme il sera, mais je sais qu'il viendra demain. Mon prince est déjà en chemin. There is a castle on a cloud, I like to go there in my sleep, aren't any floors for me to sweep, not in my castle on a cloud. C'est une poupée dans la vitrine qui me regarde et qui s'ennuie.
Alors ensuite, il y a une chanson que j'aime bien, notamment parce qu'elle est plus, dans le versant, comique que grandiloquent, qui est la chanson Master of the House. Oui, donc c'est la chanson de présentation de l'aubergiste Thénardier qui explique comment il arnaque et méprise ses clients avec donc sa femme, Madame Thénardier, puis ensuite l'ensemble qui l'accompagne de manière enthousiaste pour faire son éloge. C'est vraiment une chanson très catchy. D'ailleurs, j'ai revu ça pour l'occasion dans Seinfeld, donc la série. Dans l'épisode 5 de la saison 2, il y a une mini-intrigue autour du personnage de George qui n'arrive pas à se sortir cette chanson de la tête. Et Seinfeld qui lui dit que ça va le rendre fou, c'est assez drôle et c'est assez effectivement crédible dans la mesure où c'est une chanson très très catchy. Et c'est aussi, comme tu l'as dit toi-même, un des rares moments d'humour en fait dans un show qui est globalement très premier degré, très sérieux, très dramatique comme on l'a dit, à l'image du roman. Et donc, exemple de ce côté très dramatique, c'est évidemment Stars. Une autre chanson qui présente un personnage, mais de manière quand même très différente. Stars, c'est peut-être ma chanson préférée de l'œuvre. Je trouve que vraiment cette mélodie est absolument magnifique. Donc, on est sur un autoportrait de Javert, ce personnage inflexible qui explique sa conception du monde à travers donc la métaphore des étoiles qui sont fixes et éternelles dans le ciel. Javert, en fait, croit à l'ordre divin et il pense représenter cet ordre divin en tant qu'officier de la loi et il jure dans la chanson qu'il traquera Valjean jusqu'à le voir en prison. Ça fait réagir Léon. C'est une chanson qui a été modifiée 1 an environ après l'ouverture à Londres. C'est Cameron Mackintosh qui raconte ça dans le livre dont je parlais tout à l'heure. Avant, elle était un peu plus tôt dans l'intrigue et aussi sa fin était différente. Ça, c'est vraiment notable que dans la version, quand on écoute la version du cast londonien, la chanson est différente et elle est quand même beaucoup mieux à Broadway. C'est un show en fait qui aujourd'hui nous semble très figé, mais au début c'était pas le cas. Il y a eu plusieurs changements au fil des années, on va dire au début quoi. Red and Black. Alors ça c'est bien parce que c'est les séquences, donc les fameuses séquences au café où se rassemblent les amis de l'ABC pour parler de révolution. À ce moment-là, Marius vient de rencontrer Cosette et il s'extasie. Il dit « Ah, j'ai rencontré un ange », enfin je sais plus comment il dit exactement. Les autres s'en amusent, sauf Enjolras qui n'a vraiment pas de temps à perdre avec ses conneries. Du coup, chaque personnage des amis de l'ABC a une petite phrase qui permet de voir sa personnalité, notamment l'alcoolisme enjoué de Grantaire. J'aime vraiment beaucoup les scènes dans le café avec les amis de l'ABC, c'est une belle description de l'amitié, de l'engagement, etc. Et juste après ça, on a une autre chanson assez célèbre, c'est Do You Hear the People Sing, à la volonté du peuple en français. C'est l'hymne de la Révolution qui est entonné par Enjolras avec les amis de l'ABC, puis par d'autres gens, tout le peuple en fait, pour se galvaniser. C'est vraiment une chanson très très efficace et d'ailleurs elle est souvent utilisée dans la vraie vie par des manifestants. Notamment ces dernières années à Hong Kong. Et d'ailleurs, les autorités chinoises ont enlevé la chanson de certaines plateformes de streaming pour en diminuer la puissance révolutionnaire. Ah, c'est marrant ça, je savais pas que ça avait acquis cette aura contestataire, on va dire. Ouais, on voit pas mal de vidéos des manifestants hongkongais qui la chantent, évidemment en chinois. C'est assez fort. J'adore, il y a un seul truc qui me fait tiquer dans la version anglaise, c'est que Do you hear the people singing the song of angry men? C'est entends-tu le peuple chanter, chantant la chanson. Là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de répétition. Mais j'adore. En anglais, ça choque pas tant, mais ce sera en français, c'est vrai. Beaucoup. Et c'est une chanson qui est bien évidemment parodiée dans Crazy Ex-Girlfriend par le numéro Flooded with Justice dans la saison 1. C'est un moment où Rebecca mène la révolte des habitants d'un quartier contre une compagnie de distribution d'eau avec donc moult métaphores autour de l'eau et de la plomberie. Et on a cette image assez forte où on a ce groupe qui avance en marchant au ralenti avec des drapeaux rouges flottant au vent. Bon, évidemment, à la fois dans les paroles, la scansion surtout et le type de numéro, on a une référence directe. Oui, complètement. Ensuite, je voulais parler d'un de mes numéros chouchou, c'est le diptyque, on va dire, In My Life, A Heart Full of Love. Donc ça commence par un très beau solo de Cosette. C'est juste après son coup de foudre donc avec Marius, et elle se met à réfléchir sur elle-même, elle voudrait comprendre sa vie, son passé, ne pas rester enfermée auprès de son père. Donc elle rêve, elle dit j'entends une chanson et elle me parle d'un monde que je rêve de voir. Enfin, on est presque sur une I Want Song de princesse Disney. Ensuite, il y a une interaction avec Valjean qui remarque justement la mélancolie de sa fille. Et Cosette, on comprend qu'elle voudrait connaître les secrets que son père lui cache, mais il refuse pour l'instant de lui dire, il ne les révélera qu'à la fin de la pièce. Ensuite, on a Marius qui arrive devant la maison avec Éponine qui l'a amenée là. Bon, elle est évidemment complètement dégoûtée, mais quand même, elle lui rend ce service.
Puis on a la première vraie interaction amoureuse entre Cosette et Marius, donc la partie qui s'appelle A Heart Full of Love. Alors moi j'aime beaucoup ce passage parce que c'est intéressant, une sorte de renversement. Cosette n'est pas montrée comme une cruche, en fait c'est Marius qui est une cruche dans l'histoire. Parce qu'il sait pas quoi dire, il perd ses mots, alors qu'elle, elle est très sûre d'elle, au contraire. Elle sait que cet amour qui vient de lui tomber dessus, que ça va lui apporter quelque chose. Et par exemple, lui il dit « Cosette, I don't know what to say ». Elle lui répond « Then make no sound ». Tu sais pas quoi dire, chut, tais-toi. Il dit « I am lost », elle répond « I am found ». Donc c'est assez beau, je trouve. Et un peu plus tard, il se demande s'il rêve, et elle répond qu'elle sait qu'elle est réveillée. Je trouve ça assez beau, enfin, il y a un truc de dynamique entre les personnages qui est surprenant. Et après, en plus, ça se termine sur un magnifique trio, je vous mettrai un petit extrait tellement c'est beau, qui exprime justement donc, le triangle amoureux Cosette, Marius et Éponine. Donc d'un côté, Cosette et Marius qui s'éclairent leur amour, et Éponine qui se lamente en contre-champ, et l'harmonie finale, c'est magnifique. From today, Not to me, not for me. His heart full of love. Alors, grande chanson maintenant, c'est One Day More. Aussi une des chansons assez connues de la pièce, donc c'est le final de l'acte 1. Même, c'est le modèle des grands finales d'acte 1 avec, on va dire, mélodie des différents personnages qui se mêlent. C'est la chanson préférée de beaucoup de fans des Misérables. On a tous les personnages qui se retrouvent et qui se demandent ce qui va se passer le lendemain, alors que la révolte va éclater, que Valjean va partir avec Cosette, etc. Donc les différentes mélodies des personnages se mélangent. On a Valjean qui chante sur l'air de Who Am I, Cosette, Marius, Éponine et Enjolras qui chantent sur I Dream the Dream, donc encore une fois un peu bizarre de reprendre cette mélodie-là, mais bon, ça fonctionne. Javert reprend un air assez martial qui chante assez souvent dans le premier acte. Les Thénardier reprennent évidemment la mélodie de Master of the House. Vraiment très très grand moment. Et c'est une chanson qui se trouve être parodiée dans Les Simpsons au cours de la saison numéro 25. Alors le contexte est absolument improbable. C'est un épisode dans lequel Bart maîtrise une technique voodoo pour faire tomber les femmes enceintes. Et il est alors sollicité par Fat Tony, qui est donc le patron de la mafia locale, car Fat Tony veut que 2 de ses chevaux, sa jument préférée et un cheval de course qu'il a emprunté, et ensemble un bébé cheval, pour en faire évidemment un champion. Mais les chevaux ne s'accouplent pas, car en fait le fameux étalon champion de course se trouve être gay. Et on comprend que le cheval est gay parce qu'il écoute la chanson It's Raining Men. Et donc la jument se trouve un autre cheval avec lequel s'accoupler, et au moment où ces chevaux donc doivent s'accoupler, Homer dit let's set the mood, enfin on va faire une ambiance, et pour ce faire il chante cette parodie de One Day More. Donc j'avoue que je ne sais même pas comment interpréter. Ah oui, d'accord, l'usage qui est fait des Misérables est... Parce que finalement, ouais, ça fait un usage de la chanson, enfin en tout cas de la parodie de la chanson, qui est pas vraiment celui de la pièce, puisque donc c'est censé être quelque chose de romantique, mais en même temps, dans la parodie elle-même, c'est plus épique que romantique, alors qu'il disait que c'était pour set the mood, enfin bref, voilà, c'est très très what the fuck, comme souvent dans les Simpsons, mais c'est assez rigolo, évidemment. On va aussi vous mettre le lien vers cet extrait assez réjouissant. On passe donc à l'acte 2. Vers le début de l'acte 2, on a aussi une des grandes chansons les plus connues de l'œuvre, c'est On My Own, la grande chanson d'Éponine, voilà, grand classique avec cette mélodie vraiment magnifique, donc où Éponine se lamente d'aimer Marius, mais de ne pas être aimée en retour. C'est une chanson de belteuse, donc cette fameuse, le belt, cette fameuse voix de poitrine puissante. Évidemment, chanson souvent très applaudie, notamment la note aiguë. A world that's full of happiness that I have never known. Je pense que je la prends beaucoup trop bas, mais en gros, voilà, il y a cette note à la fin triomphante de l'interprète d'Éponine. On l'entend, cette chanson, par Léa Michel dans le tout premier épisode de Glee, puisque c'est la chanson d'audition de Rachel pour le Glee Club. Tout à fait, et sur cette dernière note,
précisément, elle se prend un slushy sur la tronche, puisqu'il y a un montage alterné entre elle qui chante la chanson et les humiliations quotidiennes qu'elle reçoit. Ah ouais, j'avais oublié ça, pas mal. Parce que ça rend le truc évidemment d'autant plus tragique que sur Mm. scène, elle est triomphante et voilà, elle pousse la note et dans la vraie vie, elle se reçoit le slushy au même moment. Effectivement. A world that's full of happiness that I have never known. Et d'ailleurs, On My Own, c'était la chanson d'audition de Léa Michel pour jouer dans Glee, donc ils ont repris ça. Pour tous, il me semble. Pour beaucoup, en tout cas, ouais, pour beaucoup. L'imagination débordante de Ryan Murphy. C'est vrai. Je me demande si ça n'a pas été ma première introduction à la musique des Misérables, ce passage dans Glee. Glee m'a fait découvrir beaucoup de choses en comédie Beaucoup de musicale. choses. Ouais, ça c'est sûr. À noter que la version française est très belle, donc elle s'appelle Mon Histoire. Je trouve même que les paroles sont plus intéressantes, plus profondes que celles de On My Own, puisque Éponine va parler d'elle-même, de son enfance, de sa vie, et pas simplement de son amour pour Marius. Mon histoire, c'est un rêve qui commence dans les pages d'un conte de mon enfance. Les yeux fermés, mon prince enfin m'enlace, et je prie pour que jamais son étreinte ne se défasse. Little People, ça c'est... Chaque personnage a son solo, il faut dire ce qui est. Donc là, c'est l'hymne de Gavroche. La version française de cette chanson reprend évidemment la chansonnette écrite par Hugo, donc Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, voilà, qui est très célèbre dans le roman, et notamment parce qu'il la chante au moment de sa mort sur les barricades, et que sa dernière phrase est interrompue, enfin c'est vraiment décrit comme ça par Hugo. Alors, la version anglophone n'essaie même pas de traduire ça, parce que comment les traduire, Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, enfin, toutes les références françaises, etc. Donc, Herbert Kretzmer ne s'est pas embarrassé. Et du coup, ça devient donc Little People, qui est un hymne aux petites gens, donc en gros, les gens petits, les enfants, mais aussi, j'imagine, les petites gens, hein, c'est-à-dire les pauvres, etc. Donc là, on commence à arriver dans la partie très dramatique et très tragique hein, des Misérables, puisque donc, tout le monde va mourir sur les barricades. A Little Fall of Rain, c'est la chanson de la mort d'Éponine sur la barricade, dans les bras de Marius. Donc la rain, la pluie du titre, c'est en fait le sang d'Éponine qui est partout. Elle s'est fait tirer dessus, et du coup ça s'écoule sur elle, mais comme elle sent plus rien, elle dit que c'est de la pluie qui lui coule dessus. Donc évidemment, Marius à ce moment-là est dévasté par la mort de son ami. On reste sur les barricades avec Drink With Me, c'est une chanson à boire mélancolique, avec les amis de l'ABC et puis les autres insurgés, qui chantent en fait pour se réconforter. Ils sentent qu'ils vont sans doute perdre la bataille contre les autorités royales. C'est vraiment une très belle chanson qui célèbre l'amitié, l'amour, la vie. Alors ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, Marius vient un peu gâcher la chanson parce qu'il arrive, il débarque avec son couplet où il dit oh là là, Cosette s'en va à tout jamais, je suis très triste. Alors que genre, ça n'a aucun rapport avec le reste de la chanson. À chaque fois, je suis là, mais Marius, c'est un peu improbable. Et on a ensuite le dernier solo de Valjean, son morceau de bravoure, Bring Him Home, dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc c'est sa grande chanson, on va dire quasi finale, qui est adressée comme une prière, en fait, où il demande à Dieu de sauver Marius, qui est à ce moment-là en danger sur les barricades. J'ai longtemps trouvé cette chanson assez ennuyeuse, une espèce de ballade plaintive, voire parfois je la zappais. Mais j'ai appris à l'aimer, je trouve que la mélodie est quand même assez magnifique. Mais je trouve toujours qu'elle sort un peu de nulle part. Parce que Valjean vient à peine de rencontrer Marius, il le connaît à peine et il commence à chanter son truc sauver ce jeune homme. En plus, c'est vraiment très anecdotique, mais ça me fait rire. J'ai toujours trouvé très bizarre le vers He's like the son I might have known if God had granted me a son. En gros, il est comme le fils que j'aurais eu si Dieu m'avait accordé un fils. Mais Valjean, on peut pas dire que t'aies fait beaucoup d'efforts dans ta vie pour avoir un fils, donc je vois pas trop le truc. Ça arrive pas comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Il fait comme si, oh là là, Dieu m'a pas donné de fils. Bah, mec, c'est un peu bizarre. Ça m'a toujours paru bizarre. Cette chanson est reprise dans Glee sous la forme d'un sing-off, donc une espèce de battle de chant entre Rachel et Kurt lorsqu'ils sont étudiants à la NIADA, c'est dans la saison 4, je pense. Je crois que c'est Kurt qui remporte la battle, d'ailleurs. Je voulais juste mentionner qu'après, il y a un moment très marquant, parce qu'en fait,
C'est pas une chanson, c'est un long passage instrumental où on a les révolutionnaires qui sont fusillés sur la barricade, puis Valjean qui se relève, qui prend Marius sur son dos, qui descend dans les égouts, puis Javert qui retourne sur la barricade pour voir si Valjean fait partie des morts. Et en fait, on a plusieurs minutes d'affilée sans aucun mot prononcé, sans aucun chant. C'est juste de l'action mise en musique et c'est très très efficace. On se retrouve ensuite dans les égouts, donc là c'est vraiment le moment un peu sale, où on a un nouveau solo de Thénardier qui s'appelle Dog Eats Dog. En fait, à ce moment-là, il est en train de voler les cadavres. Il pique l'argent et les bijoux des gens qui sont morts. Et c'est vraiment sa profession de foi. Il dit en gros que Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de morale. C'est une chanson très noire qui va révéler la face sombre de Thénardier, à l'opposé donc de Master of the House. On reste dans du très sombre, avec le suicide de Javert. Alors ça, c'est un moment très fort. Ça reprend la même mélodie que celle du monologue de Valjean au début. Ça, je trouve que c'est vraiment pour le coup une reprise qui fonctionne super bien, puisque c'est la même idée, en fait, l'idée d'une crise morale avec un personnage dont la conception du monde est renversée, et qui ne sera plus jamais le même. À ce moment-là, après avoir été sauvé par Valjean, Javert ne peut que se rendre compte que la quête de sa vie, en fait, c'était une erreur, du début à la fin. Il peut pas accepter ce déchirement, il préfère mourir, et il se jette dans la Seine, et à la fin de la chanson, au moment où il se jette dans la Seine, on a un rappel musical de Stars, donc qui était sa chanson dont on a parlé au début. Donc ça, c'est vraiment très très fort. J'aime bien parce que je dis toujours la même chose, là je vais encore dire, et on continue dans le sinistre, avec Empty Chairs at Empty Tables, donc ça c'est la dernière chanson solo de la pièce, un morceau vraiment magnifique. Une chanson d'une infinie tristesse, puisque c'est la chanson de deuil de Marius, dont tous les amis révolutionnaires sont morts. Il est le seul à avoir survécu, il revient dans le café où ils avaient l'habitude de se retrouver, et il s'assoit au milieu des décombres et il chante cette chanson, donc voilà, sur la culpabilité du survivant, qui se demande pourquoi lui il a survécu, et demande presque à ses amis de lui pardonner d'avoir survécu alors qu'eux sont morts. C'est très fort. Dans la mise en scène, on a souvent les amis qui apparaissent derrière, dans le fond, comme des fantômes. C'est très puissant. Et là aussi, on en trouve une parodie dans Crazy Ex-Girlfriend par la chanson The Buzzing from the Bathroom, dans un registre évidemment un peu moins dramatique. Oui, on peut le dire. On vous laisse découvrir si vous connaissez pas. Et enfin, le final. Eh oui, le final, donc, c'est la mort de Valjean entouré de Marius et Cosette. C'est trop beau. Fantine et Éponine apparaissent pour l'aider à mourir et l'accueillir dans l'au-delà. Alors pour Fantine, c'est logique, mais c'est vrai que pour Éponine, ça m'a toujours paru incongru, puisqu'Éponine et Valjean, en gros, se croisent une seule fois dans toute l'histoire. Mais il y a une sorte de cohérence musicale, puisqu'elles vont chanter ensemble leur mélodie commune, donc la mélodie de L'air de la misère, / Come to me, / On my own. Mais voilà, on a des femmes qui apparaissent en tenue blanche virginale pour apaiser un mourant. Il y a un côté un peu cliché. On va justement discuter de la représentation des personnages féminins un peu plus loin. Et après ce moment de la mort de Valjean, retentit à nouveau la chanson de la Révolution. On a une reprise de Do You Hear the People Sing. Et donc la Révolution s'annonce pour demain, When Tomorrow Comes. Donc ça se termine sur une note d'espoir, ça met un peu des frissons quand même. Je trouve que c'est vraiment un des finales les plus forts de l'histoire de la comédie musicale. Et on arrive au bout des chansons. Tout à fait. Et donc, maintenant qu'on a bien exploré la version scénique, on va s'attaquer à ce morceau non négligeable, qui est le film plus connu sous le nom du Grand Massacre, un film de 2012 réalisé par le Britannique Tom Hooper. Bon, à l'époque, il y avait une grosse hype sur ce réalisateur depuis qu'il avait obtenu l'Oscar du meilleur film pour Le Discours d'un roi. Alors, on en a déjà parlé, des Misérables. Oui, plusieurs fois. C'est comme The Greatest Showman, c'est un titre qui revient souvent pour dire que c'est un film que, parce que l'une comme l'autre, on déteste, et qui pourtant a fait un carton, enfin du moins dans les pays où la comédie musicale Les Misérables est très populaire. Alors il y avait depuis longtemps des projets d'adaptation, mais donc Cameron Mackintosh n'était jamais vraiment convaincu, donc là il a été convaincu par Hooper, écoute je sais pas. Il a souvent des bonnes idées Cameron Mackintosh, mais là c'était pas le cas. Sorti aux États-Unis le jour de Noël 2012, et ça a été effectivement, comme tu le dis, un succès, c'était le meilleur démarrage ever pour un film musical, dépassant le score de High School Musical 3. Au box-office mondial, il a récolté en tout 440 millions de dollars. Par contre, en France, il sort en février 2013, et c'est un mauvais démarrage, 9ème position du box-office, avec en gros 128 000 entrées en première semaine sur 303 salles. C'est pas top. Au total, il y aura 219 000 spectateurs, donc pas grand-chose.
Donc décidément, le succès n'est pas au rendez-vous pour cette comédie musicale en France. Je vais déjà raconter ça, mais je l'avais vu en avant-première début 2013 à Paris, en présence d'Anna Thaoué et de Schoenberg et de Boublil. J'étais absolument surexcitée, prête à chanter à tue-tête les chansons, mais bon, quelle ne fut pas ma déception. Si on dit un mot du cast, c'est un cast presque all-star, hein, Ouais. avec beaucoup de vedettes. Parfois, c'est plutôt une bonne idée, parfois un peu moins. Alors tout d'abord, dans le rôle de Jean Valjean, eh bien, on retrouve justement l'interprète de The Greatest Showman, qui est Hugh Jackman, donc un acteur rompu aux comédies musicales. Oui, alors, c'est une performance qui est généralement appréciée. Notamment, on peut écouter, je vous le conseille, l'épisode de nos camarades du Lemon Adaptation Club, qui parle donc des Misérables. Mais personnellement, j'accroche pas trop, en fait, à sa performance. Il en fait trop, il grimace. Bon, c'est parfait hein, pour la mise en scène de Tom Hooper, hein, on va y revenir, mais je sais pas, En plus, trop souvent, il chante pas la mélodie, et il fait une espèce de parler-chanter, ou alors des effets vocaux, ça m'agace. J'ai revu le film et j'ai passé mon temps à dire, mais chante les notes! If there's another way to go, I missed it 20 long years ago. My life was a war that could never be won. They gave me a number and they murdered Valjean when they chained me and left me for dead, just for stealing a mouthful of bread. En fait, je trouve que ce rôle lui va pas vraiment. En fait, même si The Greatest Showman, évidemment, c'est nul, comme chacun sait, c'est clairement un rôle qui lui va mieux. Là, Jean Valjean, je sais pas, j'arrive pas trop à y croire, quoi. Alors pour jouer le rôle de Javert, un choix moins évident par Tom Hooper, qui est le choix donc de Russell Crowe. Oui, alors lui c'est clairement le plus décrié hein, de la distribution en termes de chant. Pourtant, c'est pas un mauvais chanteur, hein. Il a fait de la musique, il en fait même encore. Bon, effectivement, il a pas la voix pour ce style-là, pour Javert. Sur certains passages, on voit même sur son visage qu'il galère un peu. Enfin, c'est pas du niveau de Pierce Brosnan dans Mamma Mia, mais quand même. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie de m'acharner sur lui. Je crois que j'ai déjà dit aussi, mais sur une pure question de rôle, en fait, de personnage, j'aurais davantage vu Russell Crowe jouer Valjean et Hugh Jackman jouer Javert, ça aurait été intéressant. Mais bon, vocalement, effectivement, Russell Crowe, ça aurait été encore pire, mais je trouve que sur la personnalité des acteurs, ça aurait été plus fort. Et là, je l'ai déjà dit aussi, mais dans le rôle de Fantine, on trouve Anne Hathaway, que moi j'aime beaucoup. Oui, bah oui, bien sûr, une super actrice, donc, qui a d'ailleurs une solide formation en chant, et notamment en comédie musicale. Alors j'ai lu, c'est amusant, hein, que sa mère, en fait, a joué Fantine sur scène, et que c'est en voyant sa mère jouer Fantine qu'elle a eu l'envie de devenir actrice. Donc c'est beau, c'est cette manière de boucler la boucle en jouant Fantine au cinéma. Oui, elle était vraiment prédestinée du coup. Exactement. Donc elle a eu un Oscar et un BAFTA notamment pour le meilleur second rôle féminin pour ce rôle et notamment pour sa performance absolument intense, on ne peut pas dire le contraire, de I Dreamed a Dream. Dans le rôle de Cosette, eh bien, une autre interprète dont on a déjà parlé à l'occasion de notre épisode sur Mamma Mia, il s'agit d'Amanda Seyfried. Comme dans Mamma Mia, elle est plus sur un registre, on va dire pop, on pouvait se demander si dans ce chant plus legit, en plus Cosette c'est vraiment une voix de soprano, etc., elle s'en sortirait bien, et c'est vraiment le cas, elle a une très belle voix. Dans le rôle de Marius, on trouve le Britannique Eddie Redmayne. Oui, donc un acteur vu dans beaucoup de choses, hein, notamment dans la saga Les Animaux Fantastiques. Lui, pour le coup, il n'avait pas spécialement de formation ou d'expérience en chant avant le film, mais il se débrouille vraiment très très bien. Il y a plusieurs interprètes très bons quand même, c'est dommage. Hein. D'avoir abouti à une telle laideur. Bah oui. Dans le rôle d'Éponine, Samantha Barks. Oui, donc déjà mentionnée, elle avait joué Éponine sur scène, a priori la seule des comédiens du film qui avait déjà joué son personnage avant. Elle est vraiment super émouvante. En fait, vraiment les jeunes comédiens du film, je les trouve vraiment tous bons. Le rôle d'Enjolras, c'est lui joué par Aaron Tveit. Oui, alors Aaron Tveit, je sais pas jamais trop comment on prononce. Ah oui. C'est une jeune star de Broadway, on l'a vu dans Next to Normal, on l'a vu dans Wicked, où il a joué Fiyero en 2008, dans Catch Me If You Can, il avait aussi un rôle à la télé dans Gossip Girl. Après Les Misérables, on l'a vu dans Assassin sur le West End, dans Grease Live, où il a joué Danny, et il est actuellement nommé en meilleur acteur au Tony 2020 pour son rôle dans la version scénique de Moulin Rouge. C'est d'ailleurs absolument improbable parce que c'est le seul nommé tellement c'est la dèche à Broadway cette année. Ah, donc il risque de gagner, mais... A priori. À gagner sans péril. C'est ça, exactement. Mais c'est un super interprète.
Et dans le rôle des Thénardier, on trouve Helena Bonham Carter, dont on avait déjà parlé il y a peu de temps dans Sweeney Mm, Todd. Elle aime vraiment les rôles de méchante. c'est ça. Et également Sacha Baron Cohen, qui était également dans Sweeney Todd. Alors justement, c'est sans doute parce que c'était le sujet de notre épisode précédent, mais j'ai pas arrêté de voir des rapprochements entre Les Mis et Sweeney Todd. Alors pas du tout sur la musique, pas du tout sur, on va dire, l'ambiance, mais bon, c'est des œuvres qui ont été créées à peu près à la même période. Ça se situe au 19e siècle, même si c'est plus tardif pour ce qui concerne Sweeney Todd. On a une ambiance de ville européenne, mais plutôt du côté de la misère, de la saleté. On a un homme qui revient du bagne après des années. On peut voir un rapprochement entre la taverne des Thénardier et les shops de Mrs. Lovett. On a le couple Cosette-Marius qui peut faire un peu penser à Johanna Anthony sur le côté couple, une ingénue et un jeune premier naïf. Enfin, j'ai vu plein de... Ça serait intéressant, on pourrait faire un crossover entre les deux, je pense. Ouais, intéressante comparaison. Et enfin, l'évêque est joué par Colm Wilkinson. Oui, donc l'interprète original de Valjean, ça, je trouve pour le coup, c'est une très belle idée. On va parler de la musique dans ce film, et notamment du choix, c'est un peu le truc marquant du film, ce choix de faire chanter les comédiens en direct, là où la plupart des comédies musicales cinématographiques ont toujours utilisé la technique de la post-synchronisation, c'est-à-dire l'enregistrement préalable Mm. des chansons et ensuite des interprètes qui chantent en playback sur leur propre interprétation pendant la prise de vue. Oui, j'imagine que ce choix de Tom Hooper, c'est pour retrouver une forme d'authenticité, peut-être pour recréer l'expérience du théâtre musical, mais en fait non, parce que comme on voit les comédiens de près, ça c'est pas du tout quelque chose qui relève du théâtre. On est vraiment collé à leur visage, ils chantent doucement, on a presque l'impression de recevoir leur postillon sur le visage. C'est un peu particulier. Oui, c'est vraiment l'idée de mettre en avant l'émotion des acteurs avec cette conception classique du gros plan comme façon d'accéder à l'intériorité du personnage. À propos du traitement de la voix, je recommande le visionnage d'une vidéo qui s'appelle, je traduis, Pourquoi la musique des Misérables de 2012 est pire que ce que vous pensiez, qui est vraiment très sévère sur la manière dont la musique et les chants sont utilisés dans le film, et il y a beaucoup d'arguments assez pertinents. Après, je reconnais quand même que sur certains passages ça fonctionne. Par exemple, Anna Thaoué, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais elle est quand même assez impressionnante sur I Dream the Dream. Avec un seul plan fixe sur son visage, il y a très peu de montage, ça fonctionne. Pareil, Eddie Redmayne est très émouvant aussi dans Empty Chairs at Empty Tables. Je crois que, il me semble que c'est quasiment une prise continue. Donc il y a des petits moments où grâce à la magie des interprètes, on arrive à retrouver quelque chose de puissant. Après, je pense quand même que dans l'ensemble, le style comme ça intense de cette comédie musicale Les Misérables n'est pas forcément très transposable au cinéma, quoi. De la version cinématographique, est-ce que ça reste sung through? Parce que ça, c'est quelque chose de très théâtral. Alors, certains moments sont parlés, ce qui donc, comme tu le dis, n'est pas le cas dans la pièce. Alors d'ailleurs, je suis tombée sur la VF, et c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que du coup, ces passages-là qui sont parlés sont doublés en français, alors que les chansons, c'est-à-dire 90%, voire plus, du film sont en anglais. Donc c'est un peu étrange. En plus, comme le principe même du film, même s'il y a des moments parlés, enfin, ça reste quand même ce côté parlé-chanté que Tom Hooper veut mettre en avant, où du coup le chant et la parole sont pas censés être très distinguables, donc cette VF, vraiment, son existence même est incompréhensible, je trouve. D'ailleurs, elle a pas été diffusée au cinéma, j'ai du mal à voir l'intérêt. Une dernière chose sur la musique, une nouvelle chanson a été écrite. C'est le classique de adapter une comédie musicale scénique au cinéma et rajouter une chanson pour pouvoir être nommé aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale. Et en effet, ça a été le cas. Donc cette chanson s'appelle Suddenly. Elle a été écrite par Schoenberg, Boublil et Kretzmer. C'est une chanson qui est chantée par Hugh Jackman, donc après que Valjean recueille Cosette, et qui explique le début de leur relation père-fille, comment voilà, ils commencent à créer des liens, avant le flash-forward qui fait basculer, qui fait arriver en 1832 où Cosette est adulte, etc. C'est une bonne idée, le texte est joli, mais la chanson en elle-même n'est pas très marquante. On peut peut-être dire un mot de la mise en scène ou plus précisément de son absence dans ce film. Oui, alors j'ai écrit une mini-critique en 2013 sur le site Vodcaster, j'ai retrouvé ça récemment. La phrase c'était « Je ne savais pas ce qu'était la laideur avant de voir la première demi-heure de ce film ».
Voilà. Mais c'est tellement vrai. Et là, du coup, on retrouve ce qu'on disait plus tôt dans l'épisode, le côté indécent de la mise en scène fastueuse de la misère. Je le perçois dans ce film, en fait. Par exemple, on a la scène au début au Ban qui se veut grandiose avec un énorme bateau tiré par des centaines de bagnards sous la pluie, c'est dégueu, mais ça fait vraiment ridicule. Et de manière générale, les décors sont très fake, notamment les rues sales de Paris. Donc ça a été tourné en Angleterre, beaucoup en studio, ça se voit quand même, hein, avec également quelques prises de vue dans les Alpes-Maritimes. Au niveau vraiment de la mise en scène, on a une espèce de mélange étrange entre des plans caméra à l'épaule un peu tremblants, qui vont très proches des personnages, et parfois de grands mouvements de caméra grandiloquents. Alors là, vraiment, il y a une transition comme ça qui est particulièrement ratée entre les deux, à la fin du morceau Valjean soliloquie, donc le monologue de Valjean du début, où la caméra s'envole dans le ciel. Il y a aussi une autre envolée comme ça de la caméra à la fin de Stars. Et dans les deux cas, cette envolée marque une ellipse temporelle qui va suivre. Donc c'est vraiment très 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 lourd. Je trouve également que les scènes de nuit sont particulièrement moches avec ce côté un peu bleu de l'image. Vraiment, je suis pas convaincue. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ce dont tu parlais, hein, c'est ces gros plans Ouais. qui sont collés aux personnages, avec parfois l'impression que il y a des scènes de foule, mais tu restes quand même sur le gros plan des personnages. Du coup, tu as l'impression de rien voir. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup perturbée. Oui, il n'y a pas l'aspect ensemble, on va dire, de la Ouais, comédie musicale, quoi. complètement. Alors qu'il y a une débauche de moyens, on n'a pas du tout cette impression, je trouve, de fresque épique. Ouais. Voilà. Mm. Est-ce que tu peux nous dire, quelques mots sur le travail, d'adaptation? Est-ce qu'on a eu des changements, notamment, dans les chansons, Oui, dans un le petit peu. passage, de la scène à l'écran? Ouais. Donc on a quelques morceaux qui sont intervertis. Do You Hear the People Sing arrive plus tard. Elle n'est plus chantée comme un appel d'espoir à la révolution dans le café, mais vraiment comme le début de la révolte lors de l'enterrement du général Lamarck. Je vais pas préciser ça dans le synopsis, mais c'est un truc qui est historiquement vrai et qui est raconté par Hugo, que l'émeute a démarré à ce moment-là, en juin 32, lors de l'enterrement du général Lamarck, qui était un peu une idole du peuple. Et dans le film, c'est pas inintéressant ce changement, il décide que c'est à ce moment-là que est chanté Do You Hear the People Sing. Du coup, à l'inverse, On My Own est avancé, juste après qu'Éponine ait amené Marius à la maison de Cosette, et avant One Day More. Petit changement, on va dire, dans la structure temporelle. L'autre gros changement, c'est la suppression de la chanson Dog Eats Dog, qui du coup enlève ce côté dark de Thénardier, justement, qui était apporté par cette chanson. Et alors, tu me disais que selon toi, la vraie bonne idée du film, c'était la fin. Alors oui, en fait, à la fin, l'évêque apparaît à Valjean au moment de sa mort et l'accueille au paradis. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, c'est pas mal parce que ça raccroche avec le roman où justement l'évêque est à nouveau mentionné lors de la mort de Valjean. Je cite: Voulez-vous un prêtre? J'en ai un, répondit Jean Valjean, et du doigt il sembla désigner un point au-dessus de sa tête où l'on eût dit qu'il voyait quelqu'un. Il est probable en effet que l'évêque assistait à cette agonie. Donc bien joué le film pour ça, parce que c'est beaucoup plus logique d'avoir l'évêque à ce moment-là que d'avoir Éponine. Qui du coup, Éponine n'est plus là dans la scène de la mort, mais on la voit à la toute fin, au moment de la reprise donc, de Do You Hear the People Sing, sur une immense barricade place de la Bastille, avec Gavroche, les amis de l'ABC, Fantine et Valjean, en gros tous les personnages qui sont décédés. Je dois admettre que ce final fonctionne, je l'ai revu et ça marche. Voilà, c'est pas que nullissime non plus, il y a quelques petits moments d'inspiration, on va dire. Et alors enfin, pour, conclure cet épisode de Fleuve, tu voulais nous parler des grandes thématiques, de cette comédie musicale. Oui, alors la pièce est très fidèle à l'esprit du livre de Hugo, en tout cas sur certains aspects, même si je pense qu'on peut dire que de manière générale, elle est quand même moins politique. La première des thématiques que tu voulais aborder, c'est celle de la force de la bonté et la rédemption. Oui, alors ça c'est incarné par le personnage de Jean Valjean, qui incarne la possibilité de changer, en fait. Au début, c'est un misérable qui vit au jour le jour, puis il rencontre l'évêque qui lui montre que la bonté existe. Donc cet évêque symbolise la bonté chrétienne mieux que quiconque, puisque son geste salvateur va mettre Jean Valjean sur la voie de la rédemption. Il lui dit « I have bought your soul for God ». J'ai acheté ton âme pour Dieu. À partir de ce moment-là, Valjean cherchera toujours à être le meilleur possible, avec deux moments où c'est pas le cas d'ailleurs. Hein. Par exemple, le fait qu'il ne veuille jamais révéler à Cosette son passé, etc. Enfin voilà, c'est là que c'est intéressant et beau, c'est que Valjean n'est pas du tout un être parfait, c'est un être qui cherche à être bon. Je trouve ça émouvant, en fait, cette idée que dans une vie, un seul acte de bonté, un seul geste, une seule rencontre, peuvent tout changer et donner du sens à l'existence.
C'est un peu pompeux dit comme ça, mais c'est très bien incarné, je trouve. Les personnages sont beaucoup dans le sacrifice. On a d'abord Fantine, évidemment, qui se sacrifie pour sauver sa fille, mais aussi Valjean tout au long de sa vie, et puis Éponine, ainsi que les révolutionnaires qui vont évidemment donner leur vie pour un idéal. Il y a vraiment ce côté sentimental qu'on peut trouver Nunuche, qui était déjà présent chez Hugo d'ailleurs, sur voilà, la puissance de l'amour. Alors la comédie musicale est aussi l'occasion de mettre en scène différentes conceptions de la religion. Oui, donc là c'est clair que Dieu est important dans la pièce. Comme chez Hugo, d'ailleurs c'est intéressant, je ne sais plus lequel dit ça donc, dans le fameux livre The Musical World of Ludwig van Schoenberg, qu'ils ont essayé à un moment d'enlever en fait tout ce qui était allusion religieuse, et qu'ils n'ont pas réussi, parce que quand même, bien sûr le livre de Hugo est très politique, etc., mais il y a toute cette dimension chrétienne qui est là. Le dernier vers avant la reprise de Do You Hear the People Sing, c'est To love another person is to see the face of God. Dans la version française, c'est Qui aime son prochain est plus près de Dieu sur la terre. Et les personnages se réfèrent régulièrement à Dieu, y compris parfois d'une façon qui est critiquable, puisque Javert, par exemple, est persuadé qu'il accomplit la mission donnée par Dieu en persécutant Valjean. De son côté, Thénardier, lui, est présenté comme un horrible athée. Donc, on a plusieurs usages de la religion, et donc on a le personnage de l'évêque et Valjean par la suite qui vont représenter, on va dire, entre guillemets, le bon usage de la religion, qui est en gros la charité, la pitié. La pièce, et là aussi il me semble que c'est un des thèmes forts de Hugo, a aussi pour thème l'injustice et la misère. Oui, c'est ce qu'exprime le titre. On a des portraits de quelques réprouvés de la société, les ouvriers, les prostituées, les bagnards, qui sont traités de façon misérable et qui deviennent parfois misérables au sens même moral du terme, comme Valjean qui est mis au bagne pour avoir volé un pain par nécessité et qui en sort plus criminel et amoral que jamais. Il y a vraiment une critique de l'institution carcérale, etc. Plus sans doute chez Hugo que dans la pièce, mais quand même ça se retrouve forcément. On a les ensembles comme Look Down dans le prologue, At the End of the Day ou encore Lovely Ladies, qui servent à nous présenter justement cette masse de pauvres innombrables dont on ne connaîtra qu'un petit échantillon avec les protagonistes de l'œuvre, mais ils sont quand même placés dans un ensemble de masse misérable, quoi. Et la comédie musicale va à plusieurs reprises explorer la question de l'identité personnelle. Oui, alors c'est un terme qui est exprimé notamment par Valjean, déjà dans la chanson Who Am I, puisqu'il est question de décider qui l'on est et savoir si on peut prendre en main sa destinée. Chose qui n'est pas facile quand on est justement dans la misère ou qu'on vit au jour le jour sans pouvoir se projeter. En l'occurrence, Valjean change plusieurs fois de nom, il est parfois confondu avec d'autres, et plusieurs personnages dans la pièce se déguisent. Javert se déguise en révolutionnaire lorsqu'il s'infiltre parmi eux sur la barricade, Éponine se déguise en garçon à un moment pour aller amener un message, les Thénardier à la fin se déguisent parce qu'ils ne veulent pas être reconnus, etc. Il y a aussi dans la chanson Red and Black, Enjolras qui chante « It is time for us all to decide who we are ». Il est temps pour nous de décider qui nous sommes. Donc il y a vraiment cette idée que la quête d'identité a aussi quelque chose de politique. Justement, dans le livre que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, Margaret Vermette rappelle que c'est une thématique qui traverse toute l'œuvre de Schoenberg et Boublil, puisqu'ils ont même consacré une comédie musicale à une histoire d'usurpation d'identité. Cette comédie musicale, c'est Martyr. Et enfin, tu voulais nous dire quelques mots de la représentation des personnages féminins dans la comédie musicale Les Misérables. Bon, c'est toujours un de nos thèmes favoris, bien évidemment. Et tu te réfères notamment aux critiques formulées par Stacey Wolf dans notre bouquin préféré, Change for Good. Exactement. Donc en gros, Stacey Wolf est assez sévère avec les Misérables. Elle trouve que de manière générale, parce qu'elle critique aussi Phantom of the Opera, que les méga musicals s'inscrivent bien dans leur époque, les années 80, à savoir que c'était une période de backlash anti-féministe. Donc je vais expliquer plus précisément pourquoi. Elle dit aussi que le style qui consiste en des décors immenses et des effets de lumière spectaculaires a tendance à noyer les acteurs et en particulier les femmes. Plus précisément sur la question des femmes, Stacey Wolf trouve que dans Les Mises et dans d'autres méga musicals, il y a une répartition binaire des genres avec des hommes actifs et des femmes passives, des hommes tournés vers le monde, vers la politique, et des femmes vers l'intériorité, vers la domesticité, des hommes dans l'action et des femmes dans l'émotion. Et encore, elles expriment une palette assez réduite d'émotions, en gros, l'amour et la tristesse, quoi. Là, j'avoue que c'est pas faux. Elle remarque également que le premier solo féminin, I Dream the Dream, arrive à la moitié de l'acte 1.
Bon, j'ai vérifié, elle exagère légèrement, hein, parce que c'est plutôt à un tiers. Je veux dire, elle arrive quand même relativement tôt, Fantine, dans l'histoire, après le prologue. Mais à noter que c'était pas le cas dans la première version française, où Fantine était beaucoup plus centrale, en fait, en tout cas dans toute la première partie de l'histoire, et l'histoire commençait avec elle. Et ça a été un choix en fait explicite de Fred Smear, le parolier de la version anglaise, et de Trevor Nunn, le metteur en scène, d'enlever une partie de la backstory de Fantine, dans la mesure où elle meurt rapidement, et se sont dit en gros qu'ils en avaient pas besoin. Ça pose un peu question. Et d'ailleurs, Stacey Wolf fait remarquer justement, en fait, elle regrette la disparition de la chanson, la fameuse chanson L'air de la misère, qui était chantée par Fantine, qui était une chanson aux accents politiques, hein, qui parlait vraiment de qu'est-ce que c'est la misère, au profit de la chanson d'amour d'Éponine On My Own. Du coup, dans ce schéma-là, on a une espèce de réduction, et qui en plus est consciente de la part des adaptateurs du rôle de la femme dans l'œuvre. On enlève tout ce qui fait que la femme peut avoir un discours politique et on le met du côté de l'amour. C'est une remarque assez intéressante. Autre chose intéressante, les personnages féminins principaux sont présentés toujours individuellement, rarement en rapport avec d'autres, notamment avec d'autres femmes. Par exemple, Fantine, au début, elle est mise à l'écart par rapport aux autres femmes, celle de l'usine dans At the End of the Day, ou les prostituées dans Lovely Ladies. Même ces dernières, les autres femmes sont même cruelles avec elles. Et Stacey Wolf analyse la mise en scène en montrant que les solos des personnages féminins sont souvent mis en scène comme des îlots distincts du reste de la narration et du reste de la mise en scène. Et elle dit même que le seul moment où une femme interagit vraiment avec les décors, c'est le moment de la mort d'Éponine sur les barricades. Je reconnais que c'est un bon argument. Bon, donc Stacey Wolf, comme vous l'entendez, est assez sévère, même si plein de remarques sont justes. Je trouve juste qu'elle est assez peu généreuse avec Cosette. Elle dit qu'elle n'existe que pour être amoureuse de Marius. Or, justement, comme je le disais plus haut à propos de In My Life, c'est pas vraiment le cas. Enfin, il y a plusieurs passages qui la montrent plus maligne, plus profonde que ça, qui analysent aussi son intériorité à elle, personnelle, ses aspirations, ses demandes, ses regrets par rapport à son père, etc. Donc, voilà. Je trouve aussi dommage, je trouve que Stacey Wolf aurait pu aussi analyser les personnages féminins mineurs comme Madame Thénardier, ou encore les ensembles féminins, et notamment le diptyque Lovely Ladies Turning. C'est assez intéressant, ces deux numéros, donc Lovely Ladies au début de la pièce et Turning à la fin, qui sont sur la même mélodie. Donc là, encore pour le coup, un bon usage de la reprise, puisque c'est la plainte des prostituées au début, et à la fin, la chanson des femmes qui constatent le désastre après l'émeute, et constatent que la vie misérable se prolonge indéfiniment, voilà, faisant un commentaire, là pour le coup, plutôt politique, sur ce qui se passe dans l'histoire. Est-ce que de manière générale, c'est pas avant tout que Les Misérables, ça reste une histoire d'hommes, non? J'ai l'impression que le gros de l'histoire, c'est entre Javert et Jean Valjean. Encore une fois, c'est l'image que j'en ai en étant très extérieure à l'œuvre. Spontanément, je serais assez d'accord avec elle, dans cette idée que les personnages féminins ne sont présentés qu'à travers leur relation avec, les protagonistes masculins. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est simplement que je connais pas assez bien l'œuvre dans le détail, mais j'avoue que moi aussi, je me dirais que spontanément, c'est avant tout des grands rôles pour les hommes. Mais voilà, c'était juste une réflexion comme ça. Alors c'est le cas, et puis de toute façon c'est vrai que l'œuvre de Hugo est fait comme ça, c'est-à-dire que Oui, c'est voilà, l'histoire de comme le Valjean, livre. c'est le parcours de Valjean, c'est lui, et c'est énormément effectivement son rapport à Javert, cet Et affrontement, son évolution. et bien sûr, C'est toujours cette idée que tu suis l'évolution du bien héros sûr. masculin quand les personnages féminins n'évoluent pas. elles. Oui, c'est tout à fait vrai. Voilà, ça vient de Hugo, mais c'est vrai qu'on pourrait faire des adaptations qui prennent plus ou moins en compte les personnages féminins. De ce Ouais. que je comprends, peut-être que la toute première version en fait française était plus forte sur les personnages féminins, en tout cas sur Fantine. C'est intéressant ça. Est-ce que finalement pour calibrer un show pour être hyper bankable dans ce format du méga musical, il faut, j'allais dire, il faut effacer les personnages féminins, mais non, parce que de toute façon, tu vois Wicked, c'est tout le contraire, donc ouais, je sais pas. En tout cas, peut-être que dans les années 80, il y avait encore... je pense qu'on se Ouais, posait pas oui, encore la oui, question. c'est sans doute ça, ouais. 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 Donc à réfléchir. Ça veut pas dire que Les Misérables, c'est pas bien. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci énormément Anna pour cet épisode, fleuve, mais tout comme, Les Bah, c'est Misérables ça, est à une œuvre l'image de... fleuve, hein, donc ça s'y prêtait, absolument bien. Merci pour tout ce boulot et notamment pour tous ces liens que tu nous as trouvés et qu'on va mettre, sur Ouais, la page de All That évidemment. Jazz. Il y aura beaucoup de pépites à aller regarder, à l'issue de cet épisode.
Eh bien, n'hésitez pas à nous en dire ce que vous en pensez. Ah J'imagine que oui. derrière vos écouteurs, il y a pas mal de fans des Misérables, hein, parce que bon, les fans de comédie musicale qui aiment pas Les Misérables, je pense que c'est un peu juste les, vieux ronchons comme moi. Donc voilà, je soupçonne qu'il y a beaucoup de fans des Misérables derrière les écouteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur tout ce que nous a appris Anna. Ouais, avec plaisir. Et on remercie, nos partenaires, L'Écran Pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très, très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt! Salut!